Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro de notre format Super Friends. C'est dans cette émission que l'on va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture, la culture comics et bande dessinée par leur travail. Et aujourd'hui, je crois que c'est le premier Super Friends enregistré en 2026 que l'on fait. Donc on va inaugurer cette nouvelle section avec une année qui sera riche en invités divers et variés, avec de la création française. Et oui, pas de comics aujourd'hui, désolé pour celles et ceux qui en voulaient. Vous le savez, la BD de genre, on kiffe, on en parle souvent sur le podcast et on a déjà reçu plusieurs fois des auteurs et des autrices qui nous proposaient des créations bien de chez nous, comme on dit. Et aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai le plaisir d'avoir un retour, puisque c'est Rurik Salé qui est de nouveau dans le podcast. Souvenez-vous, il y a 3 ans, il était déjà venu nous faire coucou. Et ben, ma foi, il a pas été trop matisé et donc il est avec nous de nouveau. Salut Rurik. Bonjour, je suis ravi de faire partie des Super Friends 2026. Effectivement, il y a 3 ans, je me souviens, j'avais écouté le podcast où tu m'avais reçu, c'était vachement bien. Eh bien, j'espère que ça t'avait plu, puisque en fait, donc il y a 3 ans, c'était en 2023, donc en fait, tu co-signais avec Corbéran le recueil Seule l'ombre, donc exact. On avait parlé avec Pascal Millet au dessin chez Comics Initiative, et donc là, on va se revoir parce qu'il y a une nouvelle BD que tu as de nouveau fait avec Corbéran et avec l'artiste Jeff qui vient de sortir chez Ankama qui s'appelle Neige de sang. Ouais, et pas Neige 200, il y en a pas 199 avant, hein, c'est Neige de sang. Ah merde, putain, ce que j'ai recherché sur BDT, je les trouvais pas, c'est complètement stupide. On a été très prolifique, en un an, on en a fait 200. Bah oui, c'est ça, hein. En même temps, la surproduction, à un moment, faut y contribuer un petit peu, hein, exactement. Sinon, on s'en sort pas. Les forêts on fait tout pour que les forêts disparaissent, nous. T'es en bonne voie. Je te sens très dissipé dès le départ, donc ça me fait plaisir, et puis c'est pas le café qui va arranger les choses. Mais avant de parler de Neige de sang, entre-temps, depuis Seul l'ombre, tu avais aussi publié 2 courtes histoires dans Métal Hurlant. Ouais, c'est vrai. Donc, et on avait déjà vu ensemble, en fait, que tu étais quand même auteur et acteur et compositeur, enfin, que tu avais plein de cordes à ton arc. Ouais. Et je voulais juste savoir, aujourd'hui, maintenant, en 2026, en fait, quelle part prend vraiment la bande dessinée sur l'ensemble de tes activités professionnelles? On va faire comme les hommes politiques, tu sais, ils disent tout le temps. Eh ben, c'est une excellente question. Merci de m'avoir posé. D'ailleurs, je vous remercie. Superbe décor. Ça, c'est un truc très politique, ça. Tu verras, c'est incroyable. Écoute, je dirais qu'aujourd'hui, c'est à part égale, en fait, puisque quand on s'est vu, j'étais relativement nouveau dans la création de bande dessinée, même relativement nouveau, même carrément nouveau, en fait, en réalité. C'était ta première publiée, Seul l'ombre? Ouais. C'était ma première publication en bande dessinée, puisque j'ai fait beaucoup de bouquins, de trucs comme ça. Aujourd'hui, je dirais que c'est quasiment un tiers, tu vois, la musique de film et la musique sur scène, avec mon groupe Fougo d'Albronx notamment, avec Jean-Pierre Clalfon, tout ça prend vraiment un tiers de ma vie. Le cinéma en tant qu'acteur, puisque donc je fais aussi de la musique de film, prend aussi un tiers, et la bande dessinée prend un 3e tiers. Il manque un tiers puisque c'est 4 tiers, hein, pour faire un ensemble, hein, on le sait tous. Non, c'est faux. Non, voilà, je dirais 33 à peu près, quoi. Voilà. Alors, comment t'organises tes journées en général, alors? Elles sont assez désorganisées, faut bien le reconnaître. Mais en fait, il y a moi, j'ai du mal à avoir, d'une manière générale, une espèce d'attitude vraiment structurée, puisque je marche vachement à l'inspiration. Et parfois, quand je fais quelque chose, mais quoi que ce soit, hein, ça peut être la musique, le scénario, ça peut être même travailler un rôle, etc. Souvent, je suis un peu comme un prédateur autour de sa proie, c'est-à-dire que je tourne autour, mais je fais rien, tu vois. Et j'attends vraiment le moment pour sauter dessus. C'est un peu comme ça que je vois le truc. Je m'étais fait la réflexion. J'ai du mal à m'asseoir et dire, bon, je vais être créatif pendant 2 heures. Ça, c'est pas mon truc du tout. Ça, je pense qu'on peut le faire quand on a une vision un petit peu industrielle du truc. Mais moi, j'ai un peu du mal à faire ça. Donc, en général, j'attends que ça soit le bon moment. Je réfléchis, je me prends la tête, je fais autre chose, je me lève, je bouge et tout. Et à un moment, je m'assois quand c'est presque sous une forme d'impulsion. Et donc, c'est même presque plus épuisant parce que c'est pas, j'ai besoin d'être presque dans un état de transe pour arriver à vraiment créer des choses qui me satisfassent et non pas seulement des choses qui fonctionnent. Tu vois, j'ai besoin de me dire quand je crée quelque chose, putain, c'est vraiment mortel, je suis super content de moi. Si ça marche juste, pour moi, ça suffit pas. Donc, il y a vraiment ce moment où je me lève, où je vais pouvoir peut-être parfois faire rien du tout pendant des heures, mais l'esprit est déjà en marche, quoi.
Et je sais pas si on en avait parlé la dernière fois, mais je rapprochais ça, toute proportion gardée, des mecs qui font de la calligraphie, des vieux maîtres, où ils vont te dire, putain, à la fin de ma vie, j'ai quand même réussi enfin à savoir faire un trait. Et tu leur dis, bah, ça fait 40 ans, 60, 80 ans que tu fais des traits. Non, parce que t'as vraiment cette... avoir le geste parfait, quoi. Tu vois, tu fais pas juste un trait, il faut que ça soit le bon trait. Et moi, c'est un peu pareil. Si je travaille sur un projet et puis que à la fin je me dis ouais, ça fonctionne ce que j'ai fait, et ben je me dirais c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait quelque chose qui m'enthousiasme vraiment. Donc vraiment il y a ce côté je tourne autour du projet sur lequel je bosse, et puis quand je me pose, vraiment c'est très rapide, mais il y a eu toute cette préparation émotionnelle avant pour arriver à faire un truc bien. Donc voilà, je dirais que ça peut me prendre toute la journée. Des fois, on a l'impression que je fais rien. Tu vois, j'écoute de la musique, je joue de la guitare, je me balade, je vais dans un jardin, mais je suis déjà en train de travailler dans ma tête, en fait. Et c'est quand je m'assois, c'est des moments très, très ramassés comme ça. Par contre, c'est vraiment les moments où j'ai l'impression de faire quelque chose qui a de l'importance pour moi, en tout cas. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. C'est un peu presque de la magie impalpable. Voilà. Voilà, et quand tu parles d'état de transe, en fait, est-ce que c'est une façon déguisée de dire que tu prends de la drogue? Non, parce que je pense pas, justement, j'aime pas les trucs qui altèrent la création, dans le sens où j'ai besoin de sortir des trucs de moi, vraiment, tu vois. J'ai pas envie que ça soit dans les moments de création, j'ai pas envie que ça soit porté par quelque chose qui n'est pas moi, et que parfois tu vas peut-être trouver génial sur le moment, mais après tu te dis putain, mais c'est nul, comment j'ai pu trouver ça bien, parce que t'étais dans un état second mais qui n'était peut-être pas ton état second. Je me souviens de Jean-Marie Poiré, le mec qui a fait Les Visiteurs. Il disait oui, prendre de la cocaïne pour trouver des trucs, pour écrire des scénarios et trouver ça très marrant, et puis ensuite après se rendre compte que c'est vraiment pas marrant du tout, en fait. Je connais, tu vois, il avait dit ça dans une interview. Et je trouve qu'il était très honnête dans ce qu'il disait. C'est-à-dire que j'ai vraiment besoin, moi, quand je crée quelque chose, de pouvoir le défendre, que je sois fatigué, que je sois en forme, que j'ai bu 3 verres de vin ou que j'ai rien bu du tout. Que vraiment me dire, c'est vraiment quelque chose que j'ai sorti de moi. C'est pas quelque chose que qui a été propulsé par un élément extérieur, quoi. Voilà. Après, c'était juste une vanne, hein, tu vois. Ben non, j'aurais pu dire oui, c'est vrai. Pourquoi pas? Tu sais, à mon avis, il y a des super albums de rock psyché qui ont été faits sous LSD, oui, LSD, très certainement. Et parfois, ils sont formidables, mais c'est pas forcément ça que je recherche, quoi. Voilà. Très bien. Je voulais voir un peu aussi, comment, toujours ces histoires dans Métal Hurlant, comment ça s'était fait un petit peu, comment t'étais allé, comment tu les avais récupérés, c'est t'avais soumis avec Corbéran, des idées, et Nicolas Beck du coup qui les dessine. Je voulais voir un petit peu pour faire juste le point entre ce qui s'est passé depuis les 3 dernières années. Bah écoute, c'est Eric Corbéran à qui Métal Hurlant, si je me trompe pas, avait demandé à faire une histoire. Et en fait, Eric m'avait dit tu veux pas qu'on la fasse à 2? Et du coup, j'ai dit ouais, bonne idée. Enfin, moi ça me ravissait quand j'étais gamin, je disais Métal Hurlant, vraiment j'étais très pour moi, c'était vraiment j'étais vraiment enfant, et c'était pas des trucs entre guillemets pour les enfants. J'ai été élevé par des parents, et particulièrement mon père, qui me mettait dans les mains des trucs qui n'étaient pas censés être pour les enfants du tout, genre Harakiri, machin, et qui me fascinaient. Je trouvais ça très drôle. Mais je lisais Métal Hurlant quand j'étais petit en kiosque, et donc j'étais évidemment honoré de participer à cette aventure, même si c'est le Métal Hurlant d'aujourd'hui. Je veux dire, c'est le Métal Hurlant d'aujourd'hui, quoi. Dionnet, il est là un peu en figure tutélaire, mais c'est pas lui qui fait le magazine. Mais voilà, participer. Et donc quand Eric m'a proposé ça, j'ai dit super. Et ce qui s'est passé exactement, c'est que pour le premier, j'avais quelques petites histoires courtes qui traînaient, ou des concepts, et je lui ai dit qu'est-ce que tu penses de celle-là? Et on est parti sur celle-là. On a développé, Eric et moi, celle-là. Ça s'appelait Le Bracelet. Et c'est Eric qui a demandé à Nicolas Beck, que je connaissais pas. Il a dit, tiens, ça pourrait être le bon mec. Et je trouve que c'était effectivement le bon mec pour faire le truc. Et ensuite, je sais pas. Alors là, pour le coup, je me souviens plus si c'est nous qui avons redemandé à Métal ou si c'est Métal qui a redemandé à Eric. Je me souviens plus. Mais là, pour le coup, on a vraiment développé l'histoire à 2 complètement. Et on s'est amusé chacun à inventer ce monde où tout est interdit, où quand tu regardes, quand tu touches une personne, on te coupe les mains. Quand tu lui montres ton sexe, on te coupe le sexe, et tu peux le regagner avec une espèce de loto complètement. Ça s'appelle un monde plus lisse.
Et là, Eric et moi, on s'est amusé à balancer vraiment chacun des idées. La ville en question, la ville dans laquelle évoluent les personnages, s'appelle MH. Donc, on va pas dire pourquoi ça s'appelle MH, alors qu'on est publié dans Métal Hurlant, mais on l'aura compris. Et on s'est vraiment bien marré à faire ça. Donc voilà, ça a été vraiment ça. Et on a redemandé à Nicolas Beck, qui a été à la fois très, il y a beaucoup d'énergie dans son trait, et puis il a été très vite. Et donc voilà, c'est la même team qui a fait les deux. Voilà, pour nous, c'était une parenthèse, vraiment pour plus symbolique qu'autre chose, de faire des BD dans Métal Hurlant. Et en plus, ils font une Métal Hurlant US maintenant, et ils ont donc version américaine, et ils ont republié et traduit le bracelet, et ils viennent de nous dire qu'ils publient aussi la deuxième qu'on a faite, Un monde plus lisse. Donc on est très content de ça. J'en ai profité pour faire un mail à la fille qui nous a écrit de Los Angeles pour dire, pour lui parler de la symbolique de ce que représentait le monde plus lisse dans la société d'aujourd'hui. Elle m'a répondu à un mail de 100 kilomètres en disant je comprends complètement dans cette société. Elle était très impliquée dans la publication du truc, c'était très marrant. Et voilà, donc écoute, c'était une petite parenthèse qui nous a fait très plaisir de proposer ces BD dans cette grande aventure Métal Hurlant, quoi. Et parce que comparé à Seul l'ombre, en fait, tu nous disais que pour la longueur des histoires, en fait, il n'y avait pas de règles, vous aviez pas suivi de règles. En fait, c'était vraiment en fonction de chaque récit. Là, c'est un format imposé. Dans Métal Hurlant. Dans Métal Hurlant. Ouais. Est-ce que tu as trouvé ça que c'était plus difficile de t'accorder pour dire vraiment, donc là, il faut que ça tienne en une dizaine de pages par rapport à justement aux autres expériences que tu as vues, où tu étais plus libre, puisque c'était toi qui dictais la longueur? Ouais, c'est vrai. Écoute, je crois pas que ça nous ait posé vraiment beaucoup de problèmes. Après, Corberan, vu tout ce qu'il écrit, je pense qu'il est rodé aussi à l'exercice. Oui. Si tu lui dis, fais-le en trois cases, il va le faire en 3 cases. Non, mais là, vraiment, je pense qu'en plus, pour les histoires, c'est pour ça que j'aime bien les histoires courtes aussi, c'est qu'il y a certaines idées qui sont bien, mais qui, à mon sens, ne justifient pas qu'elles fassent 300 pages, quoi. Donc, en fait, les idées qu'on avait eues sont marrantes. Moi, j'ai un faible particulièrement pour la deuxième, Un monde plus lisse, qui me fait vraiment beaucoup rire et qui est complètement folle. Mais je trouve que elles étaient bien sur, je crois que c'est autour de 9 pages. Elles étaient bien en 9 pages. On nous aurait donné 20 pages. Peut-être que ça aurait été chiant, en fait. Peut-être qu'on aurait été obligé de tirer un peu, tu vois. Et encore une fois, une référence que j'avais aussi pour Seul l'ombre, c'est la 4e dimension, Twilight Zone. Tous les premières versions, j'aime moins ce qu'a fait Jordan Peele après, mais les épisodes, et même dans les premières séries, il y en a certains qui font 50 minutes. Je trouve que c'est déjà trop long, mais la plupart font autour de 20 minutes, et c'est parfait parce que justement, il y a pas de gras, tu t'emmerdes pas, l'idée elle va au bout. C'est pour ça que le format court-métrage au cinéma, c'est pareil. On a tendance à trouver qu'un court-métrage, c'est un peu un long métrage, mais moins bien, une sorte de préparation à un long métrage. Moi, je trouve pas. Justement, je te disais tout à l'heure, hier, j'étais à Quimper, je fais un aller-retour pour tourner dans un court métrage de F.J. Ossan, qui est un réalisateur légendaire. Il a bossé donc avec Joe Strummer, avec Gaspard Ulliel. Là, il y avait Pascal Grégory sur le film. Et c'est un film tourné en 16 mm. Et pourquoi j'en parle? Parce que je pense que c'est une histoire qui se tient en tant que court métrage. Et ça se tient parce que ça fait 20 minutes et parce que voilà, il y a des chansons formidables que t'adores. Si elles faisaient un quart d'heure, t'en aurais marre, en fait. Et c'est bien parce qu'elles font, je sais pas, 4-5 minutes, 7 minutes ou 12 minutes pour Iron Maiden, tu vois. Mais, et je trouve que voilà, pour les histoires de métal, franchement, c'était le bon format. Vraiment, on n'a pas été brimés. On nous a demandé quand même de rajouter une case à la fin de la première histoire. Mais par contre, j'avoue que voilà, elles auraient fait 10 pages de plus, on aurait vraiment galéré et l'histoire en aurait souffert, quoi, je pense. Voilà. Ok. Maintenant, on peut passer au cœur du sujet, au cœur du sujet quand même. Est-ce que tu peux un peu nous raconter les prémices de Neige de sang, sachant que tu as déjà dit que c'est une histoire en fait que tu as en tête depuis un quart de siècle, parce que qui date de l'époque où tu vivais au Japon. Donc tu as vécu au Japon. Ouais. Alors vécu, souvent les gens ils pensent que ça veut dire 12 ans. C'était plutôt des mois au Japon, mais ça faisait c'était un périple qui a duré plus d'1 an en Asie. Et quand tu te perds comme je l'ai été, parce qu'à ce moment-là je suis parti à Hong Kong, en Thaïlande, en Chine, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie en Asie, et dont à ce moment-là 6 mois au Japon. Et 6 mois au Japon, quand t'as pas de mission précise, quand t'es pas en train quand t'es pas là pour une mission, pour travailler avec un but, mais que t'es juste là pour vivre, c'est-à-dire avec l'ennui,
avec les moments où tu fais rien, avec tout ça, c'est vraiment ton quotidien, c'est vraiment le Japon. Tu vois, quand tu pars pour une mission, par exemple, t'es dépêché pour une mission, pendant 6 mois, tu dois, je sais pas moi, superviser la création d'une entreprise. T'as une mission vraiment précise et on peut pas dire que tu vives au Japon. Là, j'étais là-bas vraiment sans mission, à part vivre le Japon, me promener comme les Japonais, donner un peu de cours de langue. Donc, j'étais extrêmement imprégné de ce truc-là. Et avec encore une fois tous les moments d'ennui, c'est-à-dire que les moments comme dans la vie de tous les jours où des fois tu te fais chier, tu fais rien. Donc vraiment je savais même pas si j'allais revenir en France à l'époque. Les gens pensaient que je reviendrais plus. J'en venais à perdre le français, pas au Japon parce que je parlais français avec mon pote, mais quand j'étais à Hong Kong, je perdais le français réellement. C'est-à-dire que j'avais des copains qui m'appelaient, je cherchais les mots, j'arrivais plus à formuler les phrases en français. Donc il y a un moment où vraiment tu te détaches de ta vie française, c'est incroyable la vitesse à laquelle ça va. C'est-à-dire qu'un mec t'appelle, tu sais plus faire des phrases grammaticales. C'est absolument incroyable. Et quand tu atteins ce niveau-là, tu commences à comprendre que tu commences à sortir de toi-même et de ta zone de confort. Donc j'étais vraiment très dans la vie là-bas au Japon. Et j'étais vraiment, c'était émotionnellement très fort. Et effectivement, un petit peu avant d'aller au Japon, j'avais découvert un disque produit par Peter Gabriel, qui a donc un label, Peter Gabriel, grand chanteur de pop, ancien chanteur de Genesis il y a très longtemps, qui a un label qui s'appelle Real World. Et Real World, c'est un truc de label de musique du monde, comme son nom l'indique. Et comme j'aimais déjà beaucoup de Japon, j'y étais allé avant ce grand voyage. J'étais tombé sur un disque qui s'appelait Joji Hirota, c'était un compositeur de là-bas. Et tout ce qui était Japon, j'écoutais à la médiathèque pour voir ce qui se passait. Et je tombe sur ce scud. Et j'entends une chanson qui s'appelle Komori Uta. Et Komori Uta, c'est une berceuse ancestrale qui l'a refaite un peu sauce moderne. Et j'étais tétanisé parce qu'on aurait dit presque une chanson de fantôme. Puisque les gammes japonaises, pour nous, Français, occidentaux, sont très particulières. Et t'as des espèces c'est mineur, c'est un petit peu très étrange, quoi. Pour eux, c'est normal, pour nous, non. Et donc, moi, je voyais des fantômes dans cette comptine, qui n'est simplement qu'une comptine pour enfants. Et donc, tout de suite, ça m'a marqué et quelque chose a commencé à germer en moi. D'autant plus que Monsieur Hirota, il racontait dans le livret que c'était une comptine qui était rattachée aux samouraïs dans l'idée des Japonais, puisque on racontait qu'une escouade de samouraïs avait traversé un village et avait vu une nounou chanter ça à cet enfant. Et ça leur avait rappelé, ils avaient eu la nostalgie de leur famille, de leur village laissé loin derrière puisqu'ils étaient en mission. Donc, les gens au Japon rapprochaient cette chanson des samouraïs. Et donc, est venue l'idée de Neige de sang quand j'étais au Japon, parce que je repensais à cette comptine. Et je me suis dit, et si en fait, effectivement, il y avait une escouade de samouraïs qui traversait un village au moment où les shoguns, les grands employeurs des samouraïs commençaient à péricliter, et qu'ils fermaient boutique et que les samouraïs étaient perdus et certains devenaient des ronin, c'est-à-dire des samouraïs sans maître. Donc, les villageois à ces époques-là, quand ils voyaient des samouraïs, ils commençaient à se dire, est-ce que c'est un samouraï qui est rattaché à un shogun ou est-ce que c'est un mec qui devient mercenaire et qui est là pour nous violer, pour nous voler, pour nous piller? Parce que c'était des guerriers, ils savaient faire que ça, en fait. Donc, les samouraïs commençaient à devenir presque une menace pour les Japonais à l'époque. Ils commençaient à se dire, c'est peut-être plus vraiment un mec qui a une mission un peu sacrée, c'est peut-être un assassin, en fait, puisque c'est des mecs qui ne savent faire que tuer et mener des guerres, quoi. Un peu comme quand on voit la police, on sait plus si elle est là pour nous aider ou pas, quoi. C'est un peu pareil. Et c'est qu'on va avoir une plainte du ministère de l'Intérieur maintenant. Mais j'espère bien, Monsieur Nunez, on vous attend pour le prochain podcast. Mais du coup, et je me suis dit, il y a quand même moyen de créer une histoire à partir de ces samouraïs qui ont cette espèce de panache, qui traversent un village, et les villageois se disent, si ça se trouve, ils sont là pour nous tuer, ou peut-être pas. Et il va se passer un problème à cause de ça, parce que on va mal juger ce que viennent faire les samouraïs dans ce village. Et tout ça est venu, voilà, de mon séjour là-bas, où j'étais complètement imprégné de la culture japonaise, de la chanson que j'avais entendue dans le disque. Et je me souviens, j'avais une amie là-bas à l'époque qui habitait Kobe, et je lui racontais déjà l'histoire incroyable. Je lui dis, hey, il faut que je te raconte un truc, ça s'appelle Neige de sang, et ça s'appelait déjà Neige de sang à l'époque. Ah, tu l'avais direct le titre. Ouais, complètement. Et le nom du village, je leur donnais déjà, et on est là à ce moment-là, on est en 2002 quand même, à peu près.
Et donc je lui parlais de l'histoire et je lui racontais toute l'histoire et la fin, et parce qu'il y a aussi pour nous, hein, en tout cas dans cette histoire Neige de sang, il y a quelque chose de très japonais sur l'acceptation d'une fatalité, l'acceptation de quelque chose que tu dois payer et tu peux pas y échapper, quelque chose qui va t'arriver, auquel tu dois faire face, la mort, le poids à payer, la culpabilité, le sens du devoir aussi au Japon, ce qu'on appelle aussi le giri, c'est-à-dire au Japon, quand tu as quelque chose à faire, tu dois le faire. Et tu n'as pas à te poser la question de est-ce que je dois, est-ce que je veux. Non, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est très bien expliqué dans un film, un des rares films occidentaux pour moi qui a bien saisi quelque chose de japonais. C'est Yakuza de Sidney Pollack avec Robert Mitchum et Takakura Ken, qui était un grand acteur japonais absolument incroyable, visage impassible, très triste, et qui explique à un moment le sens du mot giri, où Robert Mitchum lui dit mais c'est quoi le giri, pourquoi tu te sens obligé de m'aider alors que tu ne m'aimes pas, pourquoi tu dois m'aider? Et Takakura Ken explique par une espèce de serpent qui se mord la queue, parce que Mitchum lui a rendu service, il lui a sauvé la vie ou un truc comme ça à un moment, l'autre est obligé de l'aider, qu'il le veuille ou pas. C'est comme ça. Et c'est super bien expliqué dans le film pour un occidental. Le côté, il y a des choses que tu dois faire. C'est pas une question de choix, tu dois les faire. Et nous, enfin, en tout cas, moi, ça me paraissait très important de mettre ça dans Neige de sang, c'est-à-dire, les villageois vont être face à quelque chose auquel ils peuvent pas échapper. Là, il y a une sorte de malédiction qui, de toute façon, elle est là. Et on ne pourra pas, on peut pas régler le truc. C'est pas un problème de savoir si Takashi, le héros du truc, de la bande dessinée Neige de sang, c'est pas un problème de savoir si il va pouvoir contrecarrer les plans de ces fantômes. La malédiction est là, il va simplement devoir y faire face. Voilà, tu vois. On va pas, on peut pas réécrire quelque chose qui est inscrit dans le temps, quoi. Voilà, c'est. Ouais, parce que ça me fait penser qu'on n'a pas forcément pitché un peu l'histoire, mais qu'on peut le faire pour celles et ceux qui nous écoutent sans avoir lu la BD. Spoiler alert, il y a un moment où on sera obligé de spoiler des trucs, mais je vous préviendrai. Donc pour l'instant, vous pouvez toujours l'écouter. Ne me dis pas, moi je l'ai pas lu encore. Si vous ne l'avez pas lu, ouais, mais je t'ai déjà dit, tu l'as écrit, donc j'espère juste que t'as de la. Mais Jeff, il a tout changé. Non, c'est pas vrai. C'est ça, oui. Moi, je voulais des aliens et il en a pas mis, ce con. Mais ouais, comment tu pitches Neige de sang? Bah écoute. En gros, voilà, ça se passe dans un petit village en 1970. C'est intéressant. On l'a situé l'histoire à cette époque-là. Bah alors, j'allais te le poser après. Pitch le truc. Ouais, après, d'accord. Je t'expliquerai pourquoi. En tout cas, voilà, 70, c'est-à-dire déjà relativement moderne, puisque ça, voilà. Et en fait, c'est un petit village de pêcheurs, comme il en existe encore aujourd'hui. Ça bouge pas beaucoup. Et il y a toute la vie. On découvre les personnages. La vieille Makiko qui tient l'auberge. Sayori qui est la petite copine de Takashi. Tout se passe tranquillement. Les gens se connaissent. C'est une petite bourgade, etc. qui est là depuis un moment. Et en fait, en plein été. Takashi se lève un matin, tout le monde se lève, il fait quand même pas très beau. Tu vois, c'est pas terrible. Les mecs disent putain, pour le poisson, c'est pas terrible. Les poissons, quand il fait pas beau, bah ils sortent pas. La pêche, ça va être relou. Deuxième jour, il fait encore moins beau. Troisième jour, le jour ne se lève plus. Alors ils disent qu'est-ce que c'est que ce bordel? Takashi croit que c'est son réveil qui déconne. Ils peuvent pas être 9h du matin, il fait nuit. Et la neige se met à tomber. Et tout le monde sort, personne comprend rien, un peu de panique. La neige tombe, puis ça tombe dans des proportions un peu gigantesques. Donc on finit par être presque isolé, même complètement isolé. Le village est complètement cerné par la neige. Il y a de la neige partout. Il y a 2 mecs qui partent, les lignes téléphoniques sont coupées. Ils partent au village d'à côté pour essayer de chercher du secours. Ils ne reviennent pas, évidemment. Et Makiko dit bon bah écoutez, puisque c'est chiant et que vous allez avoir un peu froid et qu'on va quand même un peu s'emmerder, venez dans mon auberge parce que au moins on va être ensemble, ça va être un peu moins chiant le temps que cette neige tombe, qu'on trouve une solution et que le jour se lève. On comprend pas. Donc tout le village est là, le village se réunit, c'est un petit village donc il y a pas beaucoup de monde et débarque quelqu'un en pleine nuit, mais la nuit ne s'arrête pas et un alcoolo qui dit ouais j'ai trouvé un cadavre. Donc tout le monde se fout de sa gueule parce que c'est pas crédible, sauf qu'il a du sang sur les mains. Et tout le monde comprend que c'est vrai. Ils disent, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ils partent dans les rues avec des lampes complètement presque archaïques, c'est-à-dire qu'ils ont des vieilles lampes puisqu'il n'y a plus d'électricité. Donc ils sont presque plongés dans des temps anciens. On ne sait plus en quelle époque on est. Et effectivement, ils trouvent un cadavre et au fond d'une ruelle, dans le brouillard, dans la neige, dans la nuit, il y a 2 silhouettes
qui ressemblent peut-être un peu à des samouraïs, ce qui n'a aucun sens. Ils disent, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et les ombres disparaissent. Qu'est-ce que vous faites là? Ils les retrouvent plus et ils commencent à se dire, on n'est pas les seuls dans ce village. On finit par trouver un autre cadavre et ils disent, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi sont-ils bardés de coups de lame? Pourquoi sont-ils tués par des lames, des katanas peut-être? Ils commencent à pointer du doigt l'un des mecs du village qui est un collectionneur de katanas. Tu es le seul à avoir des sabres. C'est toi qui as fait ça. Il dit, mais pourquoi j'aurais fait ça? Quel intérêt? Et donc, ils commencent à s'accuser les uns les autres. Et finalement, ils commencent à se dire, c'est peut-être pas nous, il y a peut-être quelqu'un d'autre, d'autres gens qui sont dans le village, mais pourquoi? Très bien le pitch et on va s'arrêter là justement pour celles et ceux qui n'ont pas lu la bande dessinée qui est donc disponible en librairie, donc je vous invite à aller vous la procurer si le pitch de Rurik vous a plu, sachant que si vous prenez la BD en librairie, Rurik vient chez vous la lire avant de vous coucher. Exactement. Ça c'est quand même vachement bien comme opération promotionnelle, il faut le souligner, c'est pas tout le temps qu'on le fait quand même à chaque fois. Non, il faut le dire parce que c'est quand même très très chiant, mais ça me fait quand même très plaisir de le faire. C'est ça. Donc, pour revenir alors sur le contexte, effectivement, donc 1970 pour le Japon, mais même juste le Japon, donc parce que tu y as vécu, c'était important pour toi d'ancrer cette histoire là-bas, parce que de toute façon le contexte folklorique de la comptine qui t'a inspiré cette chanson, c'était au Japon, donc là-dessus il y avait pas de choix, sachant que il me semble que toi, ton but c'était de faire très attention à ne pas dépeindre un Japon tel que nous, Français, on se l'imagine. Donc, comment ça s'est fait, même avec Jeff sur peut-être les recherches visuelles, que tu lui as donné des indications, comment ça s'est un peu travaillé pour vraiment dire c'est une BD dans le vrai Japon d'époque. En fait, il y a deux raisons pour laquelle au départ j'ai situé cette histoire au Japon. C'est parce que je pense que l'histoire est vraiment très japonaise, c'est-à-dire comme je te disais, cette espèce de côté inexorable. Tu vois, il y a un truc au Japon, ils appellent ça mono no aware. Tu vois un petit peu la conscience du temps qui passe, la conscience de. Il y a quelque chose. Moi, j'ai toujours été marqué au Japon par une espèce de mélancolie ambiante. Les Japonais vont dire, je comprends pas ce que tu racontes. Possible, mais moi qui suis pas japonais et qui arrive, je sens une espèce il y a une nostalgie, une mélancolie partout, je trouve. Tout le temps, quand on parle avec les gens, dans les chansons, il y a quelque chose de la fleur de peau au Japon qui me touche énormément. On aurait tout à fait pu imaginer une histoire comme ça dans un village français avec des chevaliers qui reviennent, pourquoi pas. Mais pour moi, il y a plein d'éléments de cette histoire qui n'auraient pas fonctionné dans ce côté malédiction, ce côté temps qui passe, c'est quelque chose de très japonais. Et voilà, dans l'esprit déjà c'était très japonais. Ensuite, il y a effectivement l'aspect esthétique parce que un village des années 70 au Japon, il y en a beaucoup qui n'ont presque pas changé. Tu te balades dans certains villages, il y a des angles sur lesquels tu sais pas en quelle année tu es, quoi. Tu pourrais être en 2026, en 1970, ce serait pas foncièrement différent l'esthétique. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. Il y a un côté un peu hors temps au Japon parfois, qui est assez marquant. Dans la BD, ce qui est le plus années 70, c'est les accoutrements des gens, en fait. Les habits. Ils sont là pour le coup, la mode vestimentaire change un peu, mais l'esthétique architecturale, pas tant que ça. Donc c'est un peu marrant, puisque c'est une histoire qui se passe quand même un petit peu à travers les siècles. Il y a quelque chose de très temporel là-dedans. Je trouvais ça intéressant de situer ça dans un endroit qui déjà est difficile à dater. Voilà. Et effectivement, Jeff, qui ne connaît pas le Japon, mais justement, on a beaucoup parlé du Japon, lui et moi. On s'est beaucoup échangé de références sur des photos, des petits ports, des trucs comme ça, et en disant oui, ça c'est encore tout à fait possible que c'est souvent des photos actuelles, mais on essayait de trouver justement quelque chose qui aurait pu exister dans les années 70 pour qu'il n'y ait pas d'anachronisme. Et justement, au niveau de l'anachronisme ou de la justesse, la moindre chose, la moindre expression, la moindre enseigne sur un magasin, on a vraiment travaillé pour que tout soit extrêmement juste. Par exemple, c'est tout con, mais Makiko, la vieille dame qui a son auberge, il y a marqué auberge sur le truc. Mais j'en ai parlé avec mon pote, l'un de mes meilleurs potes qui m'a aussi aidé pour la retraduction de cette vieille comptine qu'on a retraduit nous-mêmes dans le bouquin. Je lui ai dit, est-ce que c'est juste comme enseigne la façon avec laquelle on l'a écrit, l'enseigne auberge. Et tu vois, on parlait et il me disait, alors attends, c'est quoi comme genre de village? Il y a quel nombre de gens dans ce village? Qu'est-ce qu'on trouve dans l'auberge? Qu'est-ce qu'elle vend? C'est quoi l'architecture de l'auberge? Parce qu'au Japon, t'as un mot
pour chaque chose. C'est jamais au hasard au Japon. Donc il m'a dit, alors cette auberge dans tel genre de village, c'est tel mot. Exactement. Et idem pour un moment, Takashi et Sayori vont chercher un petit peu des traces de l'histoire du village pour comprendre pourquoi la malédiction s'abat sur eux. Donc pareil, la mairie du village. Comment on dit mairie? Tu peux mettre Google Trad, tu fais mairie, ils vont te sortir un mot japonais. Mais non, parce que justement, c'est quel type de village, quelle taille, comment on appelle le genre de mairie dans ce genre de village-là. Donc c'était très drôle pour nous. Et il m'est arrivé de dire à Jeff, putain Jeff, merde, fais gaffe, l'enseigne qu'on a mis, la manière avec laquelle tu l'as dessinée, eh ben c'est pas comme ça. Donc il dit ok, je redessine et tout, et on est reparti pour redessiner la case pour que ça soit hyper juste. C'est hyper intéressant même dans les échanges entre les gens, parce qu'au Japon, quand on en arrive à s'engueuler, comme ça peut arriver aux personnages dans l'histoire, c'est quand même très rare. Hein. C'est le Japon va toujours trouver des subterfuges pas possibles. Il y a une BD de Jiro Taniguchi qui est parue récemment et j'ai vu il y a une citation à l'intérieur, enfin pas du tout récemment, mais j'ai vu dedans il y a une citation où la citation c'est le dessinateur le scénariste de la BD qui dit oui, Monsieur Taniguchi a vraiment magnifié mon scénario. Je ne pouvais pas espérer un dessin aussi bien. Évidemment qu'au Japon on va dire ça. Tu vois, évidemment que le scénariste va pas dire oui, mon scénario est génial. Impossible. Au Japon, il y a des conventions dans la façon de parler. Évidemment que le scénariste va te dire mon scénario n'aurait pas été aussi bien si jamais c'était pas les traits de Taniguchi. Tout ça est très codifié. Moi, au Japon, il m'est arrivé d'habiter, quand j'habitais avec mon pote Yann, d'ouvrir la moustiquaire, tu sais, qui glissait, c'est une sorte de fenêtre, et je faisais glisser la moustiquaire pour saluer sa femme japonaise qui partait travailler. En poussant la fenêtre, la moustiquaire est tombée. On habitait au premier étage, heureusement seulement, mais c'était très léger, hein, c'est de l'aluminium à 2 balles, et c'est tombé sur des étudiantes. Donc je suis descendu. Et bon, je suis allé voir qu'elles aient rien. Alors c'était tellement léger que honnêtement, elles flottaient presque. Mais elles ont vu arriver cet occidental qui descend pour s'excuser. Et moi, à la française, ou même à la chinoise d'ailleurs, je suis sorti avec un grand sourire en disant merde, je suis vraiment désolé. Tu vois, vraiment, c'est putain, quel con, désolé d'avoir fait tomber la fenêtre sur vous. Et en fait, elles ont vu arriver un mec qui souriait. Et elles ne comprenaient pas pourquoi moi je souriais. Alors que c'était mon code à moi, c'était pour relativiser, dédramatiser un peu, dédramatiser, exactement. Il s'était rien passé de grave. Exact. Et en Chine, c'est pareil. En Chine, le moindre problème, pour garder la face, on sourit. C'est leur code. Bon, pourquoi pas. Sauf qu'au Japon, non. Il aurait fallu que je surjoue la catastrophe. Oui, d'accord. Et en fait, j'étais là. Bon, elle me regardait vraiment très chelou. On remonte tranquille. 2 jours après, il y a un flic qui est venu. Et le flic va voir la femme de mon ami. Il dit, il paraît qu'il y a un occidental, un gaijin. Très sympa, hein, on l'a juste mandaté à faire ça, là, un flic local, tu vois, c'était à côté d'Osaka, Umeda. Non, c'est pas Umeda, c'était Toyonaka, exactement. Et il paraît qu'il y a un occidental qui s'est moqué des étudiantes parce qu'elles se sont pris un truc sur la gueule. Et je regarde, je dis pardon. Je dis mais tu vois, j'étais presque un peu fâché. Je dis attendez. Et en fait, la femme de mon pote a dit ah non mais en fait t'as souri. Et elle croyait que tu te foutais de leur gueule en fait. Et il a fallu. Et la femme de mon pote qui est japonaise, hein, qui trouvait que c'était, qui a vécu en France, qui trouvait que c'était très con, hein, elle a dit, putain, mais elle nous casse les couilles, mais on est obligé d'aller dans toutes les familles, donc les 3 familles des étudiantes avec des chocolats pour s'excuser. Ouais. Tu vois? Et moi, j'étais un peu fâché, elle aussi, mais on n'avait pas le choix. Il fallait le faire. Donc c'est hyper intéressant. Je leur en veux pas. C'est une façon de voir les choses. Nous en France, on a d'autres trucs. Hein. Mais voilà, c'est très intéressant de comprendre qu'il y a des choses qu'on fait au Japon. On ne peut pas y couper. Et même si la femme de mon pote n'avait pas envie d'aller se faire chier, en plus les rues là-bas c'était que des 1-12-48, on retrouvait pas les maisons, on a galéré pour les trouver. Il fallait qu'on y aille pour s'excuser. Donc c'était vachement intéressant de représenter. Je sais plus pourquoi je disais ça, mais parce qu'en fait là on est en train de parler du fait que tu ne peux pas écrire tes personnages vu que ça se déroule au Japon, tu ne peux pas les écrire, les faire réfléchir et parler, s'exprimer comme des Français. Exactement. Tu dois essayer au maximum de dire comment est-ce qu'en fait, voilà, vu que ce sont des Japonais, comment ils réagiraient. Exactement. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes codes d'expression, les mêmes codes sociaux aussi. Mais bien sûr. Et c'est très intéressant, ouais. Ça. Et tu parlais tout à l'heure justement de cette volonté de le rendre juste, parce que de pas le fantasmer, ouais. De pas le fantasmer, parce que on peut tout à fait le représenter fantasmé. Et pourquoi pas tu vois, j'ai vu un film de Kiyoshi Kurosawa, le film qu'il a tourné en France. J'ai vu ça hier soir, qui s'appelle Le Mystère ou le secret de la chambre noire.
avec Olivier Gourmet, avec Tahar Rahim, Mathieu Amalric, tout ça. Donc Kurosawa qui est suradoré en France a fini par tourner un film en France. C'est très intéressant quand il fait son film parce qu'il arrive à tourner des scènes dans le RER pourri que nous on veut plus voir en peinture avec les murs écaillés, mais lui tu sens qu'il est fasciné par ce qu'il voit. Et personne n'aurait tourné des séquences dans le RER dégueulasses rouge et blanc depuis 100 ans, on en a marre de le voir. Mais lui il le filme comme ça parce qu'il est fasciné et il montre finalement une France fantasmée aussi. Quand à un moment Tahar Rahim et la jeune femme qui joue la fille d'Olivier Gourmet dans le film partent en voiture, évidemment ils passent devant la Tour Eiffel. Aucun Français aurait fait ça puisqu'on en a rien à foutre de la Tour Eiffel. Mais lui, je comprends tout à fait qu'il fantasme cette France. Il parle même pas français. Donc je comprends aussi le fait que certains montrent le Japon fantasmé parce que c'est un pays de fantasme. Mais moi qui ai une approche peut-être un peu plus intérieure du Japon, j'avais envie de montrer un Japon qui n'était pas fantasmé, qui était vraiment un Japon que le japonais classique qui habite là-bas aurait pu reconnaître. Voilà. Et donc le contexte de 1970, donc c'était aussi pour avoir cette forme d'intemporalité, tu me disais dans. Ouais, intemporalité et aussi un aspect très très pratique. On en a parlé avec Corberan quand on a écrit le scénario. C'était ramener à quelque chose de charnel puisqu'on est quand même dans des mecs qui vont aller chercher le poisson, la tenancière de l'auberge avec le petit alcool local. D'ailleurs, s'il a une importance dans cette histoire, le petit alcool local qui est traditionnel, les katanas, il y a quelque chose de très charnel dans tout ça. Et situer ça dans les années 70, ça nous permettait d'éviter les téléphones portables aussi. C'est-à-dire que ça aurait cassé un naturel, quelque chose de vivant, quelque chose de charnel. Encore une fois, les mecs s'appellent. Alors, on aurait pu imaginer que le réseau passe pas, mais je trouvais que dans cette espèce d'histoire qui est située un petit peu dans une intemporalité, je trouvais que s'il y avait pas d'écran de téléphone, c'était plus beau. Je voulais pas avoir un écran de téléphone portable dans cette histoire. Je trouvais ça laid. Je trouvais que ça rentrait pas dans la poésie de l'histoire. D'avoir même si effectivement on avait imaginé que la borne ne faisait qu'on ne captait plus, j'avais pas envie de voir ces écrans. J'avais envie de voir quelque chose vraiment qu'on situe, c'est-à-dire que les années 70, c'est l'époque de nos parents, tu vois, c'est quand même pas si vieux, mais ça reste ça reste quand même que ça reste à la fois dans le passé et dans le présent, mais sans écran. J'aimais pas l'esthétique des écrans. Voilà. D'accord. Comment ça s'est passé votre collaboration avec Corberan? Parce que la question que je me pose aussi, c'est que vous avez déjà coécrit maintenant pas mal de BD ensemble. Il n'y a pas un moment où tu veux te lâcher les brides et le faire tout seul. Comment vous répartissez ça? En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que Corberan, c'est moi déguisé. Non, c'est pour ça. Non, je dis ça parce qu'on partage. Que quand tu prends Corberan, que tu mélanges toutes les lettres et que t'en enlèves 2, ça fait Rurik. Voilà. C'est fou. Tu mélanges toutes les lettres, tu les changes toutes, t'en enlèves 2, c'est exactement la même chose. Non, je déconne. Non, je dis ça parce qu'on a un petit peu une esthétique capillaire qui nous est proche, qui nous est commune. Mais mais écoute, Eric, déjà, c'est quand même clairement dans la bande dessinée, ça a été mon parrain. C'est-à-dire que moi, je ne cherchais même pas à pénétrer le monde de la bande dessinée, puisque j'y pensais pas. J'y pensais pas, mais je sais même pas pourquoi j'y pensais pas, puisque. Et puis d'ailleurs, même ce projet-là, là-bas, tu voulais le faire en film, je crois. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. En fait, quand j'avais écrit l'histoire, oui, j'avais même pas pensé à dire, ce serait bien d'en faire un film ou une bande dessinée. Non, j'avais même pas pensé à la bande dessinée, mais je sais même pas pourquoi, alors que quand j'étais enfant, je lisais énormément de bandes dessinées, donc Métal Hurlant, tout le côté rock'n'roll des Humanoïdes Associés, ce qui était donc Jeannot, Margerin, pour moi c'était des dieux. Enfin, Margerin, j'avais 2 rockstars quand j'étais petit, c'était Bachung et Margerin. Tu me disais Margerin, je devenais fou. Moi, je volais, j'arrachais les pages des dessins de Margerin dans les Phosphores, qui était un magazine, je crois que ça existe encore pour les gamins, dans les bibliothèques de mes écoles. J'arrachais les pages pour collectionner les dessins de Margerin. Donc la bande dessinée, pour moi, c'était vraiment quelque chose de très fort. Et je ne sais pas du tout pourquoi j'ai abandonné cette idée. Mais effectivement, j'avais imaginé cette histoire de Neige de sang comme un film, puisque j'étais d'ailleurs
J'en avais parlé à l'époque, j'avais fait une formation de production de cinéma et j'en avais parlé à un producteur. J'avais dit ouais, vous savez, moi j'ai une idée. Alors là, on était déjà revenu. J'étais revenu du Japon, j'étais en France. J'ai une idée. C'est une histoire fantôme dans le Japon des années 70. Je sais pas si j'avais dit 70 à l'époque. Il y a de la neige partout. Et le mec m'avait regardé. Il avait dit mais ça va pas ou quoi? Vous imaginez vraiment qu'on puisse produire un truc comme ça en France? Il m'avait complètement découragé. Aujourd'hui, ça serait peut-être faisable. À l'époque, pour lui, c'était ovni-esque. Donc je m'étais dit bon, j'y arriverai jamais. Puis tu vois, il m'avait vraiment découragé. Il m'avait dit mais vous avez tout pour que ça se fasse pas du tout. C'est impossible. Un truc français qui se passe comme ça là-bas, mais ça n'a aucun sens. Donc et effectivement, l'avantage de la bande dessinée, quand tu regardes un storyboard, on est déjà dans la bande dessinée. Et quand on regarde effectivement la bande dessinée qu'on a faite et les dessins de Jeff, il y a des plans qui sont de l'ordre cinématographique. Jeff, il a beaucoup de références cinéma, il adore les westerns, il adore Sergio Leone, il adore aussi les vieux films de Kurosawa, il aime beaucoup Alain Delon, il aime donc on voit vraiment l'influence cinéma dans son dessin. Et je lui avais parlé beaucoup de Kwaidan, le film de Masaki Kobayashi, qui est un film de fantôme japonais absolument incroyable, prix de la mise en scène ou prix spécial du jury, je sais plus, à Cannes dans les années 60. Un petit côté The Thing aussi. Et sans que je lui dise, hein, il a complètement saisi cet esprit cinématographique. Il y a plein de moments dans la BD où tu crois voir des plans de film. Parce que la BD, finalement, c'est un film dont on s'imagine soi-même dans la tête ce qui se passe entre deux plans. Donc, je sais plus pourquoi je parle de ça, mais en tout cas, par rapport à Eric, voilà, c'est pour dire que je ne pensais pas à la BD quand je l'ai rencontré et que c'était vraiment mon parrain qui m'a. J'ai rencontré Eric, on est devenus copains sans jamais avoir évoqué l'idée de faire une BD ensemble. Je crois que c'est Eric qui m'a dit, écoute, est-ce que tu aurais pas des histoires? Donc c'est ce que j'ai dû te dire à l'époque de Solomon. Est-ce que tu aurais pas des histoires qu'on puisse faire ensemble? Et c'est commencé comme ça. Moi, j'étais pas du tout partant comme ça. Eric, c'était devenu un copain. Et ça s'est fait par hasard, vraiment. D'ailleurs, quand on s'est rencontrés, je ne savais pas qui était Corbéran, n'étant pas un grand spécialiste de bande dessinée. Donc, c'est lui qui m'a dit, bah oui, je suis scénariste de BD, etc. Donc voilà. Et bien sûr, moi, je pense que là, on a une BD qui paraît dans quelques mois ensemble, qu'on a commencé avant Neige de sang. Je t'en parlais tout à l'heure, qui s'appelle Psycho Inferno. Mais je pense que oui, on va faire des. Eric, évidemment, il a pas besoin de moi pour faire des trucs, ça c'est sûr et certain. Et moi, j'ai bien entendu envie de faire des choses, sans doute tout seul, parce que c'est comme ça. Je pense qu'effectivement, Eric, il est bien trop occupé. Il attend pas après moi. Hein, et moi, bien sûr que j'ai envie de me lancer dans des choses tout seul. Oui, tout à fait. Je pense que c'est l'ordre des choses. Que les choses se passent comme ça. Et c'était pour voir comment ça se répartissait en fait, surtout votre écriture, c'est-à-dire que donc c'est toi qui as le pitch de base, mais après comment ça se traduit en termes de script total et qu'est-ce que lui apporte avec son expérience et qu'est-ce que toi tu apportes en tant qu'apprenti, on va dire. Tout à fait. Bah alors pour cette BD précise, parce qu'il y a des schémas un peu différents pour des BD, pour d'autres BD qu'on a faites. Pour cette BD précise, je lui ai dit à un moment, est-ce que tu voudrais pas, écoute, j'ai cette histoire, Neige de sang. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on en fasse un album de BD? Parce que je pense que je me suis dit au bout d'un moment, mais putain, mais cette histoire, elle était cool. Et vraiment, en BD, ce serait incroyable. Et pourquoi ne pas en faire une BD? Parce que on avait commencé à avancer dans la BD ensemble. Ça me paraissait beaucoup plus facile que de repartir à la guerre pour en faire un film qui coûterait l'enfer. Donc, je lui ai dit, voilà, j'ai cette histoire. D'ailleurs, j'en avais même deux, pour être honnête. J'avais deux histoires situées au Japon. Une totalement moderne, qui était vraiment très violente, très tragique aussi, mais citadine, dans une grande ville. Et j'avais cette histoire-là. Et Eric, il m'a dit, écoute, tu sais quoi, on va même pas se prendre la tête, on va prendre celle-là, puisque c'est la première dont tu m'as parlé. On va prendre celle-là. Et il m'a dit, je pense à Jeff, qui est un super mec avec qui Eric avait travaillé. Je pense que ce serait le bon mec pour dessiner la BD. Et donc Eric j'ai regardé les dessins de Jeff et j'ai fait, ah bah oui, c'est le bon mec. Et du coup, Eric a écrit à Jeff en me mettant en copie en disant, écoute, mec, on a ce truc. Et je me souviens que Jeff a dit, écoute, c'est pas compliqué les gars, sur l'idée, parce que c'est vous, je vous dis oui déjà tout de suite. Donc super mail. Je me souviens, j'ai encore ce mail, c'est super mail enthousiaste. Donc on est parti sur ce truc-là. Et ce que Eric a fait, c'est qu'il a pris l'histoire que j'avais, qui était vraiment l'histoire complète en fait, hein, vraiment début, milieu, fin, avec. Je veux pas révéler ce qui se passe à la fin, mais exactement le truc comme ça, puisque elle a très très peu bougé en 25 ans cette histoire, hein, vraiment. Hein. Et donc il y a plusieurs pages, l'histoire était là, Neige de sang, Chino Yuki, c'était écrit, et en fait Eric a pris ça
et il a adapté à la bande dessinée. C'est-à-dire vraiment, il a découpé pour que ça soit découpé pour un dessinateur. Et moi, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai repris le découpage d'Eric. J'ai fait une V2 en fait, en gros. J'ai adapté des trucs, certains dialogues, certains machins, peut-être rajouté certaines choses. Et voilà. Et cette V2, je crois que Jeff est parti de cette V2 pour commencer à découper. Ensuite, on a vachement ajusté. Je me souviens qu'Ankama nous a envoyé une liste sans fin de suggestions de retouches, mais pas des suggestions reloues, pas genre bon les gars, là le mec en fait faut qu'il gagne, là elle meurt pas. Non, pas du tout. C'était qu'est-ce que vous penseriez de ça? Est-ce que pour la logique, est-ce qu'il pourrait pas dire ça? Et si je disais non, je suis pas d'accord, ils disaient ok, d'accord. Et des fois je disais putain oui, vous avez raison, on va plutôt faire ça. C'était plutôt, ils accompagnaient la création. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. En gros le rôle d'Eric, ça a été de découper les choses, d'amener Jeff dans l'aventure, ce qui était pas rien. Et ensuite, voilà, je suis parti de là pour continuer le découpage ou quoi. Voilà. Vous aviez une idée dès le départ de combien de pages ça devait faire, ou justement c'est Eric qui s'occupait d'ajuster, parce que je vois maintenant que vraiment lui, en fait, c'était vraiment de faire la transposition en fait vraiment d'une histoire à un script vraiment tel quel, et après toi t'as pu retravailler sur le script en question. Mais justement ce script là de donc 78 pages, je sais plus, je te dirais 80 et quelques, mais honnêtement 80, ou 80 quoi, mais voilà, donc c'est pas le format, c'est un format maintenant un peu en train de devenir un nouveau standard, je dirais, en nouvelle norme. En franco-belge, parce que les 50 pages là, ça marche plus. Ah bah non. Ça c'est un peu trop à l'ancienne. Mais donc c'est ça. Est-ce que c'était un format qui était venu comme ça? Est-ce que c'est Ankama qui a demandé à ce que ça fasse cette longueur? D'ailleurs, même, est-ce que le projet vous l'aviez directement démarché chez Ankama, ou vous l'avez proposé? Comment ça s'est passé ça? Eh ben écoute, alors pour ce qui est du nombre de pages, je pense qu'on n'en avait pas. On a envoyé, je me souviens plus exactement, mais je pense que on est parti de l'histoire que j'avais écrite pour la développer sur 9-10 pages, Eric et moi, je crois un truc comme ça. Et 9-10 pages, voilà. Je pense que l'histoire que j'avais écrite, elle devait faire, je sais rien, franchement, je dirais 5 pages. Peut-être qu'on l'a développée sur 9-10 pages, un truc comme ça. Quand Jeff a été OK, il a envoyé, il a fait quelques dessins, il a représenté les personnages, il a fait la première page aussi, première planche, et il a fait les couleurs parce qu'il maîtrise très bien la couleur aussi. On avait quelques dessins comme ça, on avait ce truc de 9-10 pages, on avait le titre, on avait une couverture provisoire, on envoyait ça en Ankama, on envoyait ça, je dirais 3-4 exemplaires, 3-4 éditeurs, et pour être honnête, il y a 2 gros éditeurs qui voulaient nous signer. Il y a Ankama et un autre, et 2 gros, Et c'est cool parce que c'est pas un truc qui arrive souvent. En général, quand t'as un gros, t'es content. Là, on en avait 2. Donc, on a eu le choix. Et chez Ankama, il y a eu, on a senti une volonté vraiment d'accompagner le truc sur la longueur, et surtout, ça nous intéressait parce qu'on les connaissait pas, Ankama, et parce que j'avais un copain, Pascal Schinde, que je salue ici, qui a fait la BD Bunkerville. Et Bunkerville avec Vincenzo, encore un italien, parce que j'ai dit ça parce que ma grand-mère est italienne, et du coup ça va, t'as le droit de faire l'accent, Oui, j'ai le droit. Bah oui, ma grand-mère était de Turin, voilà, c'était Torino, exactement, avec le grand musée du cinéma absolument somptueux qu'il faut absolument visiter, et une ville filmée très souvent par Dario Argento d'ailleurs, et du coup Pascal, il m'avait dit ça s'est très bien passé avec eux sur la longueur aussi, et donc il m'avait rassuré aussi par rapport à Ankama, et c'est Pascal qui m'a donné l'adresse, le contact en fait directement de Charlotte qui est l'éditrice. Donc on a envoyé aussi là, et donc elle a répondu tout de suite, elle a dit ah ouais super machin et tout, et du coup écoute, c'était une nouvelle aventure pour nous. On était un peu rassurés sur la façon avec laquelle ça s'était passé pour Bunkerville. Aucun d'entre nous n'avait jamais bossé avec Ankama. On s'est dit, bah pourquoi pas, tu vois. Et on aimait bien le fait que Ankama fasse peu d'ouvrages, mais les fasse bien et les accompagne un peu. On sentait pas l'usine, quoi. On sentait le fait que, tu sais, quand tu vas à Angoulême dans leur stand, c'est la bulle des gros, Ankama. Par contre, ils ont un nombre limité de BD, et j'avais l'impression qu'ils les accompagnaient un peu sur la longueur, et qu'on n'allait pas être perdu dans une espèce de truc sans fin. Voilà, on a voulu tenter ça, on a voulu tenter Ankama, voilà.
l'essentiel, c'est qu'on arrive à faire, c'était qu'on arrive à faire la BD qu'on voulait faire et qu'on nous mette pas des bâtons dans les roues. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. C'était ça a pris combien de temps alors La BD en elle-même, Ouais. entre la signature et la sortie. Putain, je sais pas trop. Je dirais 1 an et demi. Ce qui est relativement court. Oui, Peut-être oui, plus, c'est je sais plus. Je 1 me an et souviens demi, pas. c'est pas énorme. C'est pas énorme. Jeff, il a été assez vite en dessin. D'autant plus que c'est de la couleur directe. Il y a des trucs au pinceau. Toute la BD, elle est découpée par jour 1, jour 2, jour 3. Et ce qu'on voit derrière, c'est pas une simulation pinceau, c'est du pinceau. Donc, tu vois, tout à l'heure, quand je te disais, je lui ai dit, merde, la devanture de l'auberge, c'est pas correct, il va falloir refaire. Il a redessiné. Il a pas fait, attends, j'efface mon calque. Non, il a redessiné. Donc, c'était vraiment un travail. Voilà, je dirais 1 an et demi, peut-être 2 ans, je me souviens plus très bien, pour être honnête avec toi. Peut-être 2 ans avec la sortie réelle en librairie. Mais ça a été assez rapide, puisque la dernière fois, je t'ai parlé d'un projet qu'on avait avec Pascal Millet et Corbéran qui s'appelle Psycho Inferno. Et Psycho Inferno, lui, pour diverses raisons, il a été un petit peu retardé. Et entre-temps, on a fait Neige de sang qui est sorti, et Psycho Inferno ne sort qu'après. Donc finalement, ouais, ça a été assez vite, ouais, quand même. Puis c'est marrant que tu parlais de l'accompagnement d'Ankama, parce que moi j'ai noté quand même que il y a des affichages dans le métro pour Neige de sang. Ouais. Et c'est pas commun d'avoir ça pour des bandes dessinées non plus, quoi. Ouais. Non, c'est vrai, il y en a pas tant que ça. Je dis, en France, quoi, il y en a 25 par an peut-être. J'ai pas du tout de chiffres, mais je sais que quand il y en a, j'ai tendance à le remarquer, quoi. Surtout non, que là, c'est de la BD de genre. Ankama, c'est pas non plus, c'est pas Glénat ou un très gros éditeur de manga. Nous, dans le comics, en fait, quand on a des affichages dans le métro, généralement, c'est quand c'est pour des trucs qui ont déjà marché, en fait, et sur lesquels un éditeur veut remettre un peu une cuillère pour alimenter le succès. Là, c'est pour un lancement, donc c'est vrai. Je pense qu'ils y croyaient, ils y croient encore parce que je pense que il y a une esthétique graphique qui est assez incroyable. Il y a une histoire de fantômes, de tragédie, une grande histoire d'amour. C'est surtout aussi, c'est pas une histoire d'amour relou, hein, mais tout ça est quand même toute cette violence. Et Dieu sait qu'il y en a quand même dans l'histoire. C'est aussi une histoire d'amour, quoi. Et du coup, il y a plein de choses qui peuvent toucher les gens. Il y a un côté poétique. Si tu veux une histoire avec des samouraïs qui se tuent ou qui coupent des gens, et tout ce qui t'intéresse, c'est savoir comment ils vont couper la tête de quelqu'un. C'est pas ça qu'on a fait. On a été plus loin que ça. Donc, je pense que Ankama s'est dit, ça peut toucher plein de gens parce qu'il y a quelque chose d'émouvant, il y a quelque chose, et puis ce côté Japon qui est quand même, le Japon est un pays qui fait rêver tout le monde, et moi aussi encore, hein. Mais il y avait plein de choses qui a fait dire sans doute à Ankama que ça pouvait plaire aux gens, parce que c'est pas comme si tu racontais, tu vois, un truc sur une croyance obscure au fin fond de la Mauritanie, ce qui est sans doute passionnant, mais qui est peut-être moins parlant pour les gens. Voilà. Ouais. Donc voilà. Et effectivement, c'est cool. Non, mais ça vraiment, ça nous a fait très plaisir de voir ça. Et je suis allé voir effectivement les affiches dans le métro à Paris, puisque je suis. Mais t'as pris une photo à côté, non? Oui, j'ai fait une photo à côté. Ouais. Donc vraiment, j'étais super content. Je me promenais dans les couloirs improbables parce que eux-mêmes savaient pas où c'était, hein. Donc il fallait que je les retrouve, ce fameux couloir Neige de sang. Et je voyais des gens s'arrêter, prendre des photos. Tu vois, ils voyaient cette espèce de samouraï, qu'est-ce que c'est que ce truc. Puis ils ont vraiment assuré l'esthétique de l'affiche, elle est belle, avec le slogan plongé dans une nuit. Non, je crois que c'était Rurik Salé, Corbéran et Jeff vous invitent à une nuit sans fin peuplée de fantômes. Ouais, moi, je sais que je m'arrêterais, je dirais putain, c'est quoi ce truc? Enfin, tu vois, ça me après, quoi. Donc c'est bien foutu. Ok, donc plutôt content sur la promotion. Bah oui, on peut pas faire les enfants gâtés en disant ouais, bof, des affichages dans le métro. C'est super. Tu vois, finalement, pour l'instant, c'est pas devenu un film, mais c'est presque pareil. Oui, remarque, c'est ça. C'est juste ça. C'était ton moyen détourné d'avoir une affiche. Exactement. Je les ai soudoyés. Dans le métro. Je vais juste avertir les gens qui nous écoutent qu'on va rentrer un peu dans le fond du sujet. Donc, que si vous n'avez pas lu la BD, bah, c'est mieux de vous arrêter, d'aller en librairie et de revenir après, puisque voilà. Vous avez été prévenu, donc maintenant, si vous vous faites spoiler, bah, c'est de votre faute, hein, parce que moi, je vous ai prévenu. Voilà, donc, exactement. Prenez les responsabilités de vos actes. C'est comme les lignes à haute tension, il y a marqué, faut pas toucher, si tu te fais cramer, c'est ton problème. Exactement. Ouais, bah, parce que, en fait, c'est vrai que tu mentionnais que, voilà, si on veut venir pour voir des samouraïs qui découpent des gens, on n'était pas là pour ça. C'était justement, en fait, ce qui m'a agréablement surpris, parce qu'en fait, quand tu lis la bande dessinée au début,
avec la nuit qui tombe, la neige et donc ces samouraïs qui apparaissent. Moi, ma référence immédiate, c'était 30 jours de nuit. Ah ouais. Bah ouais, je me suis dit, marrant, ouais, je n'avais pas pensé. Tu vois, c'est non, mais parce que moi j'ai mon référent très américain forcément dans ma culture BD quoi. Mais c'est là j'étais en mode ah oui bah en fait ça va être une forme de 30 jours de nuit mais avec des fantômes samouraïs à la place des vampires, avec cette ville isolée dans la nuit ça. Et donc évidemment ça ne part pas du tout là-dedans. Tant mieux. Ouais, je pense j'ai vu que le film qu'une fois j'avais pas aimé et j'ai pas lu la BD mieux. La BD mieux parce que graphiquement elle est super intéressante. D'accord. Elle est très très bien portée par son artiste. Ouais. Du moins le premier volume. Après il y a eu des suites qui sont moins bien mais voilà. D'accord. Mais donc ouais enfin il y avait je veux savoir un peu si le fait effectivement qu'au lieu d'avoir juste une histoire de fantômes méchants qui s'amusent à tuer des gens en fait on est effectivement sur une histoire de malédiction liée au contexte donc historique aussi de cette période où les samouraïs ont commencé à avoir peur des samouraïs ouais. Et qu'effectivement c'est aussi une histoire d'amour ouais comment t'avais articulé ces éléments pour justement essayer d'avoir quelque chose qui sorte peut-être des premières idées qu'on pourrait se faire de l'histoire au moment de l'aborder. Ouais. Bah écoute, moi je trouve à titre personnel, ça me touche toujours quand au-delà du simple, tu vois, j'aime bien regarder des Jason Statham par exemple. Hein. Jason Statham, il me fait marrer. Pour moi, c'est un petit peu le descendant de Charles Bronson, c'est-à-dire que Charles Bronson, il a fait des films formidables et il a fait des films un peu pourris, mais ou même Burt Reynolds, mais ce sont des mecs qui tiennent un peu le truc et tu vas le regarder pour eux et quand tu le vois taper des gens, t'es content. Et tu vas parfois pas demander beaucoup plus que ça. Il y a un méchant et à la fin, il va passer par la fenêtre et on n'en parle plus. Voilà. Mais par contre, donc je suis aussi client de ces trucs-là, sans aucun problème. Ou même les premiers Steven Seagal, tout ça. Mais moi, j'aime bien quand même, quand je développe des histoires, ou même quand je vois des films ou quand je lis des BD, qui est un vernis de genre, qui est des trucs incroyables en termes de genre, mais qui est quelque chose de profond aussi derrière. Ça me touche énormément. Et d'ailleurs, il y a un projet sur lequel je travaille en ce moment, qui est exactement comme ça. Il y a des séquences d'action qui sont extrêmement violentes et j'espère novatrices puisque à chaque fois elles sont différentes. Mais ça n'est pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi la réalité de pourquoi cette histoire. Et moi, c'est vrai que j'ai été très marqué par, je pense qu'on en avait parlé la dernière fois, par Ciao Pantin, ce film de Claude Berry avec Coluche, et même par d'autres films qui sont au-delà du côté polar, méchant, les coups de pistolet, des trucs comme ça. Il y a quelque chose d'extrêmement tragique, voire même de déchirant à la fin. Et pour moi, c'est beau d'arriver à associer les deux. Dans Neige de sang, à la fin, il y a un affrontement au sabre qui graphiquement est incroyable avec cette espèce de douleur et de violence et de sang partout et de coups de lame. Mais ce qui me touche aussi, c'est qu'au-delà de la fougue de ce combat absolument spectaculaire, il y a ce qui porte les personnages et ceux qui dirigent leurs coups, c'est une douleur et un sentiment de vengeance et une tragédie terrible. C'est-à-dire que ça va au-delà de « Oh, le mec, il sait super bien se battre. » Il se bat avec cette hargne parce que en lui, il souffre énormément. Et moi, je trouve que c'est absolument extraordinaire, un truc comme ça. On parlait tout à l'heure de The Bone Temple, le film 28 ans plus tard, 2, voilà. Ce que je trouve extraordinaire dans ce film, et même dans le premier de Danny Boyle, c'est que au-delà de la furie et de la violence inouïe des zombies, même si dans le 2, il y a pas que des mecs qui avancent vite, il y a des espèces de personnages dégueulasses qui mangent des vers de terre. Il y a aussi une tristesse extraordinaire sur l'être humain, il y a quelque chose qui vient du cœur, il y a une beauté. Et moi, quand je suis sorti de Bone Temple, si j'avais les larmes aux yeux, littéralement, c'est pas parce que la hargne des affrontements était incroyable, c'est aussi parce que derrière, il y a une émotion qui est incroyable. Et je trouve que quand tu arrives à associer les deux, pour moi, c'est là que tu touches à quelque chose de sublime. Et donc, je voulais vraiment, dans Neige de sang, qui est les deux, qui est vraiment tu vois, si un mec qui est super fort et qui donne un coup de sabre, que c'est spectaculaire, c'est génial. Mais un mec qui est tellement brisé de l'intérieur que ce coup de sabre, c'est toute sa vie qui s'écroule, qui est dans ce coup de sabre. Pour moi, on atteint des cimes. Et j'avais envie qu'on arrive à faire ça dans Neige de sang. J'avais envie vraiment que ça soit ça. Ça soit pas juste,
oh les méchants, on va les détruire. Non, je voulais que ça soit vraiment à fleur de peau. Et ce que je trouvais intéressant dans cette histoire, c'est que finalement, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils, ou des gentils sont des méchants et les méchants sont des gentils. On peut voir ça comme ça aussi. C'est-à-dire que c'est une tragédie dans le sens où tout le monde souffre dans cette histoire. Et qui que ce soit qui gagne, qui que ce soit qui perde, de toute façon, c'est terrible. Alors c'est peut-être moins terrible pour certains personnages. Je vais pas en dire trop sur le spoil, à moins que t'en parles tout à l'heure. On en parle après, ouais. Voilà. Mais pour moi, c'est tu vois, c'est comme dans finalement des films comme Hellboy 2 ou Blade 2, quand Guillermo del Toro donne à Luke Goss le rôle du grand méchant. Je crois que c'est dans Blade 2 quand t'as le vampire qui pleure à la fin et qui se dissout tout en pleurant. Moi, je trouve que c'est déchirant parce que ce mec, c'est vraiment un salopard, mais en même temps, tu souffres de sa disparition. Si c'est un grand méchant et que le mec enfin le grand méchant est mort, on repart, on va aller fêter ça au McDo. Ouais, moi ça m'intéresse pas ça. Moi j'aime la tristesse. Dans Hellboy 2, il y a dans Hellboy 2 pardon, il y a cette espèce de scène où Hellboy est face à une espèce de créature qui devient complètement tarée. Et en fait, il est face au dilemme d'arrêter ce truc qui tue tout le monde et qui est horrible. Et en même temps, il sait que c'est le dernier de sa race. Et c'est-à-dire, s'il le détruit, la race disparaît. Et moi, je trouve ça magnifique d'être face à une espèce de spiritualité comme ça, d'émotion où tu associes la violence à la violence et le sentiment de vengeance à la tragédie. Je trouve que c'est ça les grandes tragédies, c'est ça les plus beaux films, les plus belles œuvres. Dans Platoon, c'est pareil. La guerre qui rend fou les gens et qui tue. Et jusqu'à devenir des espèces de Tom Berenger qui devient une espèce de machine de méchanceté. Mais est-ce que tu peux lui en vouloir à ce mec-là qui est rendu fou par la guerre, fou par les armes, fou par tout ça, quoi. C'est une tragédie humaine, quoi. Et c'est ce que dit aussi Bone Temple, hein, le film. C'est-à-dire que finalement, tous ces gens qui sont devenus méchants, le sont-ils pas parce qu'ils sont simplement brisés de l'intérieur. Dans un film, alors c'est adapté d'un manga. Je n'ai pas lu les mangas, mais j'ai vu le film, que j'avais trouvé un peu relou, sauf cette séquence. C'est Cacherne. Dans Cacherne, c'est un mec dans un futur post-apocalyptique, un espèce d'homme robot où il y a une cuirasse sur la tête. Bref, j'ai pas tout compris, mais par contre, il y a une scène dans le film que j'ai trouvé extraordinaire, qui est sans doute dans la bande dessinée, où t'as des grands méchants un petit peu fachos, vraiment dégueulasses dans un Japon, vraiment qui sont devenus des espèces de nazis du futur. Et tout d'un coup, t'as un flashback où tu vois tous les personnages du film, tu vois ce qu'ils étaient avant. C'est-à-dire que tu vois ce grand salopard, tu le vois en vieux papy s'occuper de ses petits-enfants avant la guerre. Et tu découvres que derrière ce nazi dégueulasse, qui est devenu une espèce de mec sans âme, sans cœur, il y avait un être humain qui a été cassé par tout ça. Ça m'a fait pleurer. Et je me suis dit, c'est ça que je veux voir. C'est ça la beauté du truc. C'est pour ça que Lucas, dans Star Wars, par exemple, quand il monte dans les vieux, quand il montre Dark Vador qui à un moment enlève son casque à la fin, tu te dis mais il y a un pauvre mec dans cette cuirasse. Et ça c'est sublime parce que tu dis derrière cette espèce de chevalier du mal, il y a un mec qui à un moment a dérapé vers le mal. Et c'est ça qui est beau. Comment tu veux être touché par quelqu'un quand tu sens pas la brisure dans son cœur? Alors c'est peut-être un peu utopiste quand tu vois des salopards dont on entend parler dans l'actualité à longueur de temps aujourd'hui. Mais moi je m'interroge toujours à quel moment, quand on n'est pas psychopathe, parce que ma mère était médecin psychiatre, voilà. Ma mère, elle sait aussi que, elle s'interroge toujours sur ce qu'il y a derrière les gens, mais elle sait aussi que médicalement, il y a des gens qui naissent avec un manque d'empathie totale. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce que c'est d'avoir de l'empathie pour quelqu'un à qui tu fais mal, voire ils ne jouissent que de la douleur des autres. Ça existe médicalement. Ça, c'est le point le plus terrible, hein, évidemment. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont cassés un moment et qui deviennent des horribles personnages parce qu'ils sont brisés de l'intérieur. Donc c'est tragique. Et moi, c'est ça qui m'intéressait dans Neige de sang. C'est vraiment ces personnages. Donc Shigeru, le mec qui arrive, le chef des méchants entre guillemets, c'est aussi un mec brisé. Et il est pas là parce qu'il a envie de faire du mal, genre je vais vous tuer. Il est là parce qu'il est brisé. Voilà. Et ça, moi je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau.
Puis il y a quelque chose d'autre qui m'a interpellé, c'est que en fait l'avertissement au final sur la menace surnaturelle vient de l'ivrogne. En fait, quand Takeshi part rechercher des infos, c'est pas en fait dans les archives qu'ils vont les trouver, mais c'est dans la baraque d'une personne qui était considérée comme folle. C'est vrai. T'as quelque chose pour les gens de côté un peu les mises à part de la société. C'est vrai ce que tu dis, c'est bien parce que tu vois, j'aurais pas pensé en parler. Mais c'est très juste. Ouais, c'est très juste. Oui, c'est vrai. À un moment, ils partent justement à Shigeru, Takashi et sa copine Sayori, ils partent à ce fameux état civil, enfin hôtel de ville dont je parlais tout à l'heure, la mairie de l'arrondissement, enfin du village, et ils trouvent que dalle. Et effectivement, il y a ils sont dans la neige, c'est l'enfer, c'est la brume, et il y a cette espèce de luciole phosphorescente. Et donc ils disent, c'est marrant, on dirait qu'elle a envie qu'on la suive. Donc il l'emmène, cette luciole les emmène dans la maison d'un mec qu'on appelle le vieux fou, un vieux peintre que personne n'écoutait. Et effectivement, ils se rendent compte que dans la maison de ce vieux peintre, il y a peut-être la réponse à cette histoire, et que à défaut d'avoir pu lui consigner le souvenir, puisqu'on n'avait pas envie de savoir parler, on n'avait pas envie de savoir et de se souvenir de l'histoire un peu honteuse du village, il a lui consigné l'histoire d'une certaine manière. Il va permettre au héros de comprendre ce qui s'est passé. Alors effectivement, c'est intéressant parce que au Japon, il y a d'ailleurs un peu partout, il y a toujours le secret. Il y a toujours les secrets dont on parle pas. Il y a l'histoire officielle. Mais c'est vrai que comme Wes Craven ou Claude Chabrol qui aimait bien griffer derrière le vernis de l'histoire officielle. Quand Wes Craven fait Freddy, c'est la banlieue pavillonnaire parfaite. Et en fait, on se rend compte que tous ces parents parfaits comme il faut, en fait, ils ont brûlé quelqu'un. Alors, certes, pour des raisons légitimes, mais ils l'ont quand même brûlé, ils l'ont jamais dit. Et ce souvenir scandaleux revient dans les rêves des enfants, Freddy Krueger, brûlé pour rappeler la chose qu'on a voulu effacer et cacher. Donc, Claude Chabrol fait pareil. Quand il monte les villas pavillonnaires, les villas bourgeoises, il montre qu'il y a toujours quelque chose derrière le vernis de la respectabilité. Et au Japon, c'est encore un peu plus fort, puisque au Japon, d'abord, on ne dit pas les choses, on ne les dit pas frontalement. On va jamais te dire non, on va te dire oui, avec plaisir, mais j'ai peut-être quelque chose ce jour-là. Donc le japonais, tout le monde va comprendre au Japon que ça veut dire non. Mais on va jamais te dire non. Mais ça veut pas dire qu'ils sont hypocrites, comme des gens qui connaissent pas ou qui résument un peu bêtement. C'est simplement que tout est dans la finesse au Japon. On va jamais dire la chose frontalement, mais on va la dire quand même si tu sais le comprendre des choses. Et il y a aussi au Japon, malheureusement, mais ce ne sont pas les seuls. Nous, on a pareil avec la guerre d'Algérie. Il y a aussi un problème avec leur propre histoire. C'est-à-dire que la Seconde Guerre mondiale, ils n'ont pas été toujours très glorieux, les Japonais, on va quand même le dire. Et leur histoire, elle est pas toujours assumée. Moi, j'ai des amis au Japon formidables. D'ailleurs, j'ai donné à mes amis au Japon tous les noms des personnages. C'est-à-dire que Mie, Osamu, Makiko et Kohei, ce sont mes amis au Japon. Donc, je leur ai donné le nom dans la bande dessinée. Et j'ai un pote super au Japon. Si tu lui parles de la Seconde Guerre mondiale, il devient tout rouge, il s'énerve et tu sens que le discours parce que ces histoires de camps de torture chinois, enfin de torture de chinois, qui étaient abordées, c'était par Ken Liu dans L'homme qui mit fin au monde, une petite nouvelle de science-fiction, où ils arrivent en fait à développer une technologie à base de particules en fait qui permet en fait de voir de voyager littéralement dans le temps, c'est-à-dire de voir un instant dans le temps, mais sauf qu'une fois que tu l'as fait, ces particules sont utilisées, donc elles disparaissent. Donc en fait, le témoin qui a accès, c'est le seul qui sait. Voilà, c'est vraiment, faut le maintenir en vie, et ils utilisent cette technologie pour en fait avoir des témoins justement des horreurs perpétrées par le gouvernement japonais sur les camps de torture de Chinois. Qui c'est qui a écrit ça? Ken Liu. Ah ok. Ken Liu, qui est un auteur chinois ultra tu m'étonnes connu, que c'est un chinois, d'accord. De science-fiction chinois et américain, je crois, du coup, qui veut aux États-Unis. Mais voilà. Mais donc oui, il y a ce pan de l'histoire là qui ils ont pris effectivement 2 bombes atomiques sur la gueule, mais c'était pas des enfants de cœur en face. Absolument. En fait, ils ont ce problème un peu, ils ont cette situation un peu schizophrénique, c'est-à-dire que ils ont été des abominations, clairement, faut le dire. Mais nous aussi, Français, on a notre pardon. Encore une fois, mon père a fait la guerre d'Algérie en tant que médecin. Il a refusé d'être médecin.
parce qu'il était hors de question qu'il serve le truc, mais on l'a rétrogradé à genre sous-fifre, tu vois, genre aide-soignant. Mon père, j'ai appris récemment qu'il a fait des cauchemars toute sa vie de la guerre d'Algérie. Il m'en a jamais parlé. Donc c'est aussi notre honte à nous. C'est-à-dire la violence du truc. Et tu vois bien, il y a très très peu de films en France sur la guerre d'Algérie. C'est fou, ouais. Parce que on sent que c'est compliqué d'en parler. Donc tu vois, on a un peu tous notre truc complètement irréel. Et le Japon aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ils ont cette et en fait, comme je disais, donc ils ont cette double casquette de bourreau et de martyrs, parce qu'évidemment ceux qui se sont pris les 2 bombes atomiques, c'est évidemment pas les soldats. Donc c'est-à-dire que c'est les gens du commun, ce sont les femmes, les enfants, les civils, les animaux évidemment, les pauvres, ils en prennent toujours plein la gueule aussi, les vieux, tous les mecs qui étaient pas à l'armée. D'autant plus que quand parce qu'ils ont aussi cramé au napalm des rues des rues de Tokyo, en plus de la bombe, alors que ils étaient en train de capituler, c'est-à-dire que c'était même pas des choses utiles. Donc c'est-à-dire qu'ils ont cette double casquette de martyrs, ce qu'ils sont, tout en étant bourreaux. Donc c'est compliqué pour le Japon. Et en plus, si j'ai bien compris, les Japonais, les États-Unis, quand ils ont pris le pouvoir un petit peu là-bas à ce moment-là, ils ont empêché Hirohito, qui était l'empereur, de démissionner, en disant non, les Japonais, vous n'avez plus que ça comme repère, donc on va vous laisser. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils ont eu un empereur qui était le même pendant la grande période où ils avaient des kamikazes et le même empereur après. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment eu de changement dans la tête des gens, contrairement au chancelier allemand, etc. Donc, compliqué la situation au Japon. Donc, tout ça pour dire que les Japonais, ils ont, comme nous tous, un peu un souci avec qu'est-ce qu'on dit pas de notre propre histoire. Et donc, je trouvais ça intéressant aussi, ce rapport dans Neige de sang avec notre BD, c'est-à-dire le côté... on a un vieux secret, on veut pas le dire, et d'ailleurs on en vient à ce que plus personne dans le village ne sache sa propre histoire, puisque c'est même pas que les mecs et les meufs de 1970 cachent le truc, c'est qu'on ne leur a même pas appris ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas sur quoi ils marchent, sur quel sang ils marchent en fait. Et effectivement, tu parles des laissés pour compte. Donc le mec un petit peu chelou qui était considéré comme le freak du village. Au Japon, ils ont effectivement, nous aussi, mais eux, c'est un peu le level du dessus. Ils ont un rapport au marginal et au marginalisme qui est vraiment très compliqué. C'est-à-dire que quand t'es hors norme au Japon, c'est compliqué pour toi. Quand t'es un artiste hors norme, c'est cool, t'es un artiste. Quand t'es un clochard, j'avais une meuf là-bas, moi, et comme j'aime bien les chiens, elle était super cette fille-là, mais j'aime bien les chiens et je voyais des fois des clochards avec des chiens, elle me prenait la tête parce que je parlais aux chiens des clochards. Elle dit, tu parles pas à ces gens-là. Alors, tous les Japonais sont pas comme ça, mais elle, et c'est pas la seule, voulait pas que je parle aux clochards. Parce que c'est pas, parce que on fait pas ça. Et il y a toute une espèce de frange de la société au Japon qui s'appelle les burakumin, qui est, ils te disent ça n'existe plus, mais c'est un peu les intouchables. C'est-à-dire les mecs qui faisaient des métiers un peu de merde, quoi. Les équarrisseurs, les bourreaux, les trucs. Et il y a des quartiers au Japon entiers où tout est moins cher, les canettes valent moins cher, tout est moins cher et tu sens que les gens sont là, sont des marginaux. Donc c'est vrai, je trouvais ça marrant aussi que finalement la réponse vienne aussi de quelqu'un qui était hors norme. Il fallait que ça soit un mec qui soit pas dans la norme, pas dans l'interdit, parce que lui, il voulait raconter quelque chose, lui-même étant déjà dans la marge, il était finalement le garant de l'histoire qu'on laisse dans la marge, quoi. Je trouvais ça intéressant dans le truc. Donc c'est effectivement ce vieux peintre qui, à travers ses peintures, va raconter l'histoire cachée et honteuse du village. Ouais. Et donc, bon, a priori, ceux qui nous écoutent, maintenant, on lit la BD quand même, mais là, on va vraiment Vous avez eu le temps depuis le début. Voilà, pour la question, la dernière question, on est vraiment complètement dans le spoiler, donc vraiment, je vous en supplie, n'écoutez plus ce podcast si vous avez toujours pas vu la BD, qu'est-ce que vous faites? Non, mais justement, dans le dénouement, tu disais, il y avait pas de gentil, pas de vilain, pas, et justement, c'est là aussi qui est très fort, c'est que, contre toute attente, ou dans une histoire classique, tu t'attendrais à ce que, Takeshi, en fait, réussisse son duel, contre Shigeru, et sauve sa copine. C'est pas du tout ce qui se passe, puisque donc Shigeru tue Sayori. Ouais. Et on a cette fin qui est très très amère et avec Takeshi qui en fait est atteint en fait de la même affliction qu'avait Shigeru, c'est-à-dire d'être privé de l'être aimé, et ce jusqu'à la fin de ses jours. Et en même temps, Shigeru lui retrouve celle qu'il aimait. Donc
happy end, pas happy end, comment on souffle un peu le chaud et le froid sur cette double fin en fait. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bah oui, mais effectivement, c'était quelque chose à laquelle je tenais énormément. Que la pauvre, bon, il y aura des spoilers encore une fois, vous aurez arrêté avant, hein, mais que la pauvre Sayori se fait décapiter évidemment parce que c'est la tradition, mais oui, qu'elle meure, parce que pour moi, si elle ne mourait pas, ça aurait été une espèce de bluette hollywoodienne un peu à la con, qui n'aurait eu aucun sens. C'est comme si tu mettais en place une histoire pour à la fin dire ah non, je déconne. Non, ça compte pas. Ouais. Tu vois, c'est ridicule. Les Coréens font ça très bien. Les Coréens arrivent à faire des blockbusters en film qui sont vraiment qui ont un aspect esthétique digne d'Hollywood. Par contre, ils ont une approche de la vie et du rapport à la vie qui fait qu'ils peuvent faire crever le héros à la fin sans problème. Et moi, c'est ça que je trouve formidable chez les Coréens et qui me touche énormément, et beaucoup plus que cette espèce d'obsession qu'on peut avoir sur le héros doit gagner. Mais pour moi, c'est insupportable. D'ailleurs, gagner quoi? Si tu veux représenter, par exemple, la vie, si tu veux parler de la vie, à la fin, tu gagnes à la vie? Il me semble que non. À la fin, tu meurs. Bon, si tu veux parler de la vie, comment tu veux parler de la vie sans parler de la mort? Enfin, il y a un truc qui est presque de l'ordre de la peur de la mort, en fait. Et moi, je trouvais ça incroyable. Je trouvais ça intéressant que Sayori donc meurt et que le combat presque désespéré de Takashi contre Shigeru n'ait aucun sens presque, parce qu'il dit si il tue Shigeru, Shigeru, effectivement, on va expliquer pourquoi, mais il a gain de cause, c'est-à-dire qu'il peut enfin partir dans l'au-delà. Et puis si il perd le combat, finalement Takashi va être prisonnier de colère sur la terre, il va pas retrouver sa meuf, et l'autre va quand même partir dans l'au-delà. Donc finalement, c'est comme si il y avait un côté, tu ne peux plus échapper à ce qui est écrit, tu vas en payer le prix, et quoi qu'il se passe, ça va se terminer comme ça. Il y a un truc comme ça. C'est un petit peu comme, dans la vie, tu vas devenir très riche, tu vas devenir très pauvre, tu vas te faire de la chirurgie esthétique pour faire semblant d'avoir 20 ans alors que tu en as 92, mais l'issue, de toute façon, on la connaît, c'est la même. Et je connais ça, je trouvais ça intègre, en fait, de faire ce truc-là. Je voyais pas comment Shigeru, le héros, donc Takashi, avec son sabre, pouvait contrer cette malédiction que finalement, on a presque envie de voir s'accomplir, puisque le grand méchant samouraï, lui, ça fait des siècles qu'il veut retrouver son amour dans l'au-delà, ça fait des siècles qu'il souffre. Est-ce qu'on n'a pas envie quand même qu'il retrouve cette personne dans l'au-delà? Pourquoi on voudrait le priver encore de retrouver puisque c'est basé sur une petite croyance pour que les gens comprennent bien que au Japon, certaines personnes disent que quand tu meurs dans des conditions de colère ou des conditions terribles, ton âme est prisonnière en France de cette colère. Enfin, merde, pourquoi je dis en France? Elle est prisonnière sur Terre de cette colère et ne peut pas partir apaisée dans l'au-delà. Donc elle est prisonnière. Donc finalement, les gens qui, eux, sont partis dans l'au-delà, peut-être avec de la tristesse, mais avec une mort à peu près naturelle, tu ne peux pas les retrouver, puisque ton âme est prisonnière de cette colère, quoi. Donc c'est un peu ça l'histoire. Le fantôme cherche à retrouver une sorte d'apaisement pour pouvoir enfin retrouver la personne qu'il aime dans l'au-delà. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que c'est juste que Takeshi doivent payer pour les actions des villageois d'il y a si longtemps? Est-ce que c'est juste que un individu doit payer pour les fautes du collectif? Ça, c'est très, très, très bonne question aussi. Je trouve ça très juste ce que tu dis. C'est des questions, parfois, je me suis pas posées. Mais, alors, juste, non. Je pense que c'est... tu vois, c'est comme si... un mec, par exemple au Japon, même se retrouvait avec les dettes de ses parents. Par exemple, t'as emprunté de l'argent aux mauvaises personnes et tes parents ont emprunté de l'argent aux mauvaises personnes. Tes parents meurent. Les mauvaises personnes, ils vont venir te voir sans doute. Ils vont dire, écoute, c'est pas toi qui as emprunté de l'argent, mais nous on s'en fout. Tu vas nous le rembourser cet argent-là. Et quelque part, tu vois, au Japon, avec les Yakuza, ça arrive évidemment, mais ça arrive partout, hein. Je pense qu'il y a un mec qui va se dire, c'est mon fardeau. Je suis né avec ce fardeau-là. Et il va falloir que je
voilà, rachète les fautes de mes aînés. Mais c'est marrant parce que tu me poses des questions qui me font penser à des choses personnelles auxquelles j'avais absolument pas pensé dans cette histoire. Mais vraiment pas, hein. Jamais, pas une fois, hein. Même les gens qui me connaissent bien. D'abord, c'est vrai que j'ai une certaine obsession avec le prix à payer pour racheter tes péchés. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, par exemple, Nijinsky, qui était le plus grand danseur de l'histoire. Il y a une BD sur lui qui s'appelle Nijinsky, je crois, le danseur de Dieu ou un truc comme ça. Et Nijinsky, il a fait le journal de Nijinsky. Il était vraiment très étrange, Nijinsky, mais moi, dans sa version expurgée, la première page, il avait écrit un truc sur le fait que il souffre énormément, plus que tout autre être au monde, pour racheter les erreurs qu'il a commises. Et cette phrase m'a énormément marqué. Et je m'y suis retrouvé, moi, dans cette phrase. Et alors, déjà, tu vois, il y a un truc qui me marque énormément là-dedans. Et puis, je sais que pour des raisons que je ne dirai pas, puisque c'est des trucs un peu personnels, mais moi-même, j'ai été amené dans la vie à comment dire, corriger des erreurs que ma sœur, que mon père ont fait. Pas des trucs très graves, mais des conneries qui ont continué à m'affecter moi. Et je me suis dit à un moment, j'avais 20-30 ans, il est hors de question que ça continue, moi je vais mettre un terme à tout ça. Et pas des choses graves, hein, faut pas qu'on s'inquiète sur des choses graves. C'est juste des choses qui ont été dites, des trucs comme ça. Et c'est vrai que je me suis dit à un moment, cette espèce de malédiction, il faut l'arrêter, quoi. Et c'est marrant parce que ça fait un écho, et j'avais jamais pensé, hein, ça fait un écho exact avec ce que tu es en train de dire et la BD. C'est-à-dire que tu es finalement porteur de conneries qu'ont pu faire les anciens, et pour lesquels t'as rien à voir, avec lesquels t'as rien à voir, mais que tu te retrouves à porter. Et soit tu continues finalement à perpétuer ces espèces de conneries, soit tu dis à un moment on va mettre un terme à ça, mais c'est à toi d'agir, c'est à toi de régler le problème. Et en fait, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu pourrais très bien faire l'autruche, ou tu pourrais très bien dire on va mettre un terme à ce truc-là et je vais faire face à ce truc-là. Et tu vois, moi je me souviens d'avoir parlé à des psychiatres et des médecins, vraiment des gens qui ont fait 10 ans d'études et qui te disent que des fois il y a des gens qui nourrissent des dépressions, des maladies psychosomatiques parce que il y a un secret de famille terrible dont ils sont même pas au courant, mais qui portent physiquement, tu vois, parce que une espèce, je sais pas moi, un ulcère ou un mal-être des aînés se transmet par une sorte de maladie psychosomatique. Tu ne comprends même pas pourquoi tu es dépressif, parce que ta mère ou ta grand-mère a porté un secret qu'elle a extrêmement mal vécu et qu'elle te transmet presque physiquement. Et ça, c'est des médecins qui te le disent, des trucs improbables. Comme par exemple, je sais plus exactement l'histoire avec Dali, mais Dali a eu un frère jumeau. Et en fait, lui, il est né et son frère est mort. Je sais plus trop. Et tu vois, Dali a été énormément marqué par ça. Je sais pas, mais il est tout à fait possible que Dali ne l'ait pas su. Il a découvert par la suite. Il dit, putain, j'ai eu un frère jumeau, on me l'a jamais su. Et pourquoi est-ce que j'ai tant de mal peut-être à prendre ma place dans la vie? C'est qu'en fait, on était deux. Tu vois, il y a des trucs psychologiques et physiques qui sont incroyables. Donc en fait, la culpabilité des aînés, elle a parfois un poids incroyable et parfois tu ne peux pas y échapper. Et t'as aussi même un film qui est sorti l'an dernier qui s'appelle Les Maudites, sur la transmission générationnelle du trauma notamment des violences domestiques chez les femmes. Ah ouais. C'est un film de fantôme comme ça, mais qui parle vraiment de ça dans le fond, que je te conseille du coup, qui est incroyablement bien fichu. D'accord. Qui rejoint un peu ce genre de thématique, donc dans la fiction. Bah voilà, tu vois. Donc c'est tout ça pour conclure que le fait que parfois tu ne peux pas faire autrement que de faire face à des erreurs ou des secrets du passé pour lesquels t'as rien à voir. Et là, et tu dis putain, mais pourquoi ça tombe sur moi? Bah oui, ça tombe sur moi. Ça, effectivement, par rapport à ce que tu dis, je ne pense pas qu'on doive porter le poids des erreurs volontairement. Je veux dire, nous, par exemple, on est quand même relativement blanc, on habite en France. Moi, je me sens pas du tout, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais je ne me sens pas responsable de l'esclavage. C'est une honte, cet esclavage. Par contre, je ne porterai pas le poids du truc, dans le sens où il est hors de question que ça recommence. Et pour avoir été à La Réunion, justement, l'île de La Réunion, l'année des 100 ans de l'abolition de l'esclavage, j'ai vu la force que ça avait encore chez eux. J'ai vu une dame de 94 ans qui n'était pas née, mais presque. Elle me regardait avec des yeux. Si elle pouvait me traverser comme Vision dans X-Men, elle l'aurait fait. Hein. Mais
je suis conscient, tu vois. Je pense qu'il est important d'être conscient de la douleur qu'ont subi les gens. Par contre, on peut aussi dire, mais je n'en porterai pas la responsabilité parce que ce n'est pas moi. Par contre, je ferai tout pour que ça n'arrive plus. Ça, c'est important pour moi aussi. Voilà. Et pour ouvrir sur des perspectives un peu moins lourdes, quand tu même. m'étonnes. On est sur le divan, là. C'est ta deuxième BD en album publié, puisque les 2 histoires de Metal Hurlant, c'était dans un magazine. Ça fait toujours un petit effet quand même, le deuxième? Bah écoute, c'est comme perdre sa virginité une deuxième fois. Oui, non, mais bien sûr, ça fait surtout que là, honnêtement, pour être honnête, Michael chez Comics Initiative, il avait fait une édition collector de C'est l'ombre qui était très belle avec un dos toilé, etc. Mais là, vraiment, c'est très beau. En plus, pour toutes les éditions, il y a cette tranche qui est toilée, le titre qui est en le dos alors plutôt. Le dos, tu vois, je sais même pas. Comment on dit déjà, une bande dessinée, c'est ça? Oui. Non, mais tu vois, c'est-à-dire il y a carrément le titre qui est vraiment creusé c'est l'objet est sublime. Vraiment, quand je l'ai vu, j'ai fait oh la vache. Et je sais que Jeff a été très anxieux par rapport à ça et je le comprends. Il a dit putain, j'espère que les couleurs vont être bien rendues là parce que vraiment. Et le premier mail qu'il a envoyé à Ankama, c'est de dire écoutez, les couleurs elles sont incroyables. Tu vois, et je sais que s'il n'avait pas pensé, il aurait dit l'inverse. Donc vraiment, ils ont fait un bel objet et bien sûr que c'est très émouvant. C'est très émouvant mais tu sais, moi, je suis, quand je fais un truc, que ça soit un disque, un film, une BD, j'aime pas le revoir, j'aime pas le toucher parce que j'ai peur de tomber sur des trucs où je me dis, oh là là, merde, si j'avais vu ça, tu vois, ça m'angoisse beaucoup. Donc, en général, quand j'ai ouvert le carton d'Ankama, quand ils nous ont envoyé nos exemplaires, j'ai fait, ah, super, je vais fermer le carton direct, tu vois, je veux pas le voir parce que si je vois un truc qui va pas, je vais, mais en fait, avec le temps, j'ai quand même rouvert un peu, puis je me suis dit, oh putain, c'est quand même cool. Et en fait, bien sûr, je suis très ému et surtout, je suis ému parce que je me dis que des fois, on porte quelque chose en soi et on se dit, ça va rien devenir, ça va prendre la poussière sur l'étagère. Et puis un jour, tu te dis, Neige de sang, qui était un truc que j'avais écrit à Kobe dans le Kansai en 2002. Putain, aujourd'hui, c'est sur les murs, quoi. C'est sur les murs de Paris, sur le métro, c'est dans les mains des gens. Et je vois ces personnages vivre et mourir et souffrir et sourire. Des personnages que j'avais imaginés il y a si longtemps et j'ai encore du mal, je crois, vraiment, à réaliser. Et mon pote Yann Wolf, que je salue, qui m'a aidé énormément sur la traduction de certaines choses, il est aussi très touché par ça. Parce que je lui avais envoyé au fil des années. Tu vois, à l'époque, en 2002, en 2005, en 2010, je lui ai envoyé les synopsis. Et aujourd'hui, il voit cette BD dont je lui ai fait lire le pitch, sur laquelle il a travaillé. Il voit ça sur les murs. Et lui, tu vois, qui a quand même du recul pour ne pas avoir travaillé sur l'écriture du scénario. Je pense que lui, il se rend encore mieux compte que moi, de ce que ça veut dire qu'une histoire qui prend vie, que les gens ont dans leurs mains. J'ai du mal à rendre compte. Moi, je suis très sensible à tout ça, tu vois. Pour moi, que ça soit un disque, un film, un truc, c'est jamais un truc de plus. C'est toujours beaucoup d'affect, tu vois. Et je pense que il est important de garder cet affect. À mon sens, quand tu crées quelque chose et que tu dis ouais, bah c'est notre nouveau truc, bah peut-être qu'il est temps de s'arrêter, quoi. Moi, c'est pas mon truc. Le jour où je suis blasé, tu vois, si tu vas dans un restaurant extraordinaire dont t'adores le plat phare, si t'en as plus rien à foutre, faut arrêter de le manger, ce plat-là, quoi. Faut arrêter. Si tu fais l'amour à quelqu'un que tu aimes et puis que ça devient on fait l'amour le dimanche, c'est l'heure de la reproduction, bah il faut arrêter, quoi. Enfin, tu vois, s'il y a plus de passion, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre ma vie. Moi, j'ai envie qu'il y ait encore la passion. Donc, pour moi, c'est tellement presque encore tellement d'émotion de voir cette bande dessinée et de voir tout ce qu'on a pu mettre tous dedans que j'ai encore du mal à réaliser. Voilà. Et donc j'imagine, donc tu disais, il y a Psycho Inferno qui arrivera prochainement chez Comics Initiative et t'es toujours là en train de travailler sur d'autres projets. On te verra sur d'autres bandes dessinées aussi. Tout à fait, bah ça j'espère bien. Écoute, on aura l'occasion de voir si les éditeurs ont du goût ou pas. Non, je déconne, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, absolument. Là, je travaille sur plusieurs projets à la fois, qui sont effectivement des projets dans lesquels j'ai mis beaucoup de moi et les dessinateurs aussi, bien entendu, parce que c'est aussi un couple, c'est un couple. Tu vois, si tu veux faire un enfant formidable, il faut aussi choisir la personne avec qui tu vas faire cet enfant, quoi.
Bon, je ne couche pas avec les dessinateurs ou les dessinatrices, mais c'est vraiment, si tu veux faire un enfant génial, il faut le faire dans l'amour et dans l'union géniale. Si tu dis ouais tiens je vais choisir la première personne, ça rime à rien. En tout cas moi c'est pas mon truc. Si les gens veulent le faire et s'ils le vivent bien, pas de problème. Mais moi je peux pas faire ça comme ça. Donc oui bien sûr il y a des projets très différents sur lesquels je travaille, très différents de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et aussi très différents les uns des autres. Il y en a où il y a aucune violence, il y en a qui parlent peut-être plus de la presque biopic. Voilà, plus de relations dans la vie de tous les jours, plus des choses plus noires, voilà. Écoute, j'espère bien. Moi, je me rends compte en fait que la bande dessinée est un médium qui me parle énormément. Moi, qui vient beaucoup plus de l'écriture pure, c'est-à-dire le roman, de la musique et du cinéma. En fait, la bande dessinée permet quelque chose d'extraordinaire qui est un peu au confluent de tout ça, puisqu'il y a énormément d'écriture, il y a le visuel par le cinéma, et la musique, elle peut avoir une place aussi, puisque dans Neige de sang, il y a cette comptine dont on parlait tout à l'heure, donc tu peux arriver à l'incorporer dedans, et je trouve que c'est un art dans lequel je me sens extrêmement bien, ça me permet de travailler avec des gens aussi qui sont des gens formidables, en tout cas, je travaillerai pas avec des gens que j'aime pas, déjà, ça c'est pas mal, et voilà, bien sûr, j'espère pouvoir concrétiser les projets dont je parle. Ce sont des projets auxquels je crois et voilà, et j'ai hâte de les présenter, ainsi que Psycho Inferno. Très bien, super. Ben écoute, Rurik, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi de m'avoir accordé de ton temps. Ça fait 1h30 qu'on parle. Écoute, et merci de la pertinence de tes questions, puisque tu aurais pu poser des questions très très bateau que tu poses finalement à tout le monde, et ce qui est cool. Mais on sent que tu as lu le truc. Il y a des questions que tu t'es posées encore tout à l'heure, je te le dis, que je m'étais jamais posé. Donc vraiment merci de faire l'effort. Voilà. C'est mon taf. Et donc on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas déjà, on espère que vous avez lu ou que vous aurez envie de lire Neige de sang, donc à retrouver aux éditions Ankama en librairie. N'hésitez pas à partager ce podcast à la fois pour faire découvrir notre travail, mais aussi celui de nos invités. C'est vrai. Et s'il vous reste des sous après votre passage en librairie, vous pouvez également nous faire un petit don sur notre Tipeee afin que l'on puisse continuer de faire autant d'émissions. Merci à toutes et tous. Absolument. De nous avoir. On en a parlé tout à l'heure, j'ai vu que vous aviez quelques personnes qui vous mettent des sous. Je trouve ça absolument génial que des gens aient cette générosité pour continuer à faire exister des choses comme ce que vous faites. Vraiment bravo. Et on les en remercie complètement. Donc merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Puis on se dit à bientôt pour le prochain podcast. Salut. Salut.